your stinking paws off me, you damn dirty ape! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. The only good human is a dead human! Aujourd'hui, on parle de la franchise The Planet of the Apes. It's a madhouse! Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Join the expedition. Yes, amusing. A man acting like an ape. Bonne écoute. Bienvenue en 5021. Aujourd'hui, on parle de La Planète des Singes, sorti en 2001 et réalisé par Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, Tim Roth, Michael Clark Duncan, Chris Christopherson, Estella Warden et Paul Giamatti. Je suis Mathieu et n'envoyez jamais un singe faire la job d'un podcasteur. Alors, bienvenue dans cette rétrospective très amusante, 2 semaines de suite où ce qu'on fait, on fait 2 franchises en parallèle, puis on fait clairement là, en 2 semaines les épisodes les moins aimés là, dans le fond. Là, on se le cachera pas, dans le fond, là, c'est vraiment le mouton noir qu'on fait cette semaine là, de la franchise de la Planète des Singes. Peut-être le 3e, là, le dernier que je vais faire avant le nouveau film. Là. En tout cas, je suis pas trop sûr encore des critiques là, de comment ça va sur ce film-là. C'est sûr que on va continuer un peu là, dans cet univers-là à ce que ça sache avec le nouveau film. Mais clairement, là, le film vraiment mouton noir total, là, c'est vraiment lui, là, dans le fond, là, que. Oui, peut-être la bataille de la Planète des Singes, c'était le dernier film là, de la première ère. Puis que, on peut se dire que ça l'a tué la franchise pour le temps. Ce qui n'est pas vraiment vrai parce qu'on a eu toute la série télé là, l'année suivante que j'ai parlé, là, dans le fond. Là, je suis rendu au 7e épisode de cette rétrospective-là, dans le fond, avec les 5 films originaux. Le film de 68, la suite, Secret de la Planète des Singes, Les Évadés de la Planète des Singes, qui est sorti l'année suivante. Suivi encore une année suivante, La Conquête de la Planète des Singes et la Bataille de la Planète des Singes. Puis ensuite, encore une année suivante, la série, là, que j'ai parlé des 14 épisodes, dans le fond, si vous avez écouté ça, c'est soit les 14 épisodes pour vous ou les 5 films là, qui sont suivis, qui ont été reformatés, là, dans le fond, au travers là, des 14 épisodes, là, qui ont pris 10 épisodes. Là. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, là, dans le fond, dans les 6 derniers épisodes, puis aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est ce qui va être référé comme le mouton noir, encore une fois. Le film de 2001, ça s'est pas fait, dans le fond, on peut se dire, là, ça a pris vraiment tout ce temps-là pour refaire un film là, de La Planète des Singes. C'est sûr que c'était pas planifié comme ça, là, c'était même dans les débuts des années 80 où ce qu'on avait planifié là, de revivre là, cette franchise-là. Ce que j'ai pas parlé, dans le fond, dans tout ça, là, c'est que on avait aussi là, une série télé que j'ai pas écouté, là, j'en ai parlé là, entre les lignes, là, mais je l'ai pas vu. Je pense un épisode quelque part là, que j'étais jeune, ça a passé à la télé, là, puis c'est tout. Là, mais j'ai absolument aucune mémoire de ça. C'est ça, puis j'étais pas fan à cette époque-là, fait que, dans le fond, là, c'est pour ça que je me suis pas intéressé, là, dans les débuts des années 80, là, c'est ça, on avait Alan Rifkin qui avait écrit là, un script puis qui voulait réaliser le film. On a eu plusieurs réalisateurs, dans le fond, qui ont été attachés au courant des années. Là, quelque part, là, au début, on voulait faire un requel. Dans le fond, là, on voulait laisser tomber là, les 4 suites qu'on avait eues originalement. On voulait refaire une suite à partir de là, un enfant là, du personnage de Charlton Heston plus tard. Puis, on a eu de suite là-dessus. Finalement, ça, c'est comme tombé à l'eau. On a le producteur, là, Oliver Stone, qui était attaché là, pendant plusieurs années là, à revivre là, la franchise. Au travers de toutes les années, là, un peu dans l'ordre et le désordre, là, on a Alan Rifkin, on a Sam Raimi, Philip Noyce, Chuck Russell, Chris Columbus, Roland Emmerich, Michael Bay, Peter Jackson, tout qui était attaché là, à la réalisation à un certain moment. Avec tout, dans le fond, là, des réécritures de script. En tout cas, il y a toutes sortes un peu d'histoires là, comme réécriture, une nouvelle, un genre de reboot, toutes sortes d'affaires là, qu'on a faites, qu'on voulait peut-être apporter là, pour ramener là, les singes à l'écran.
On avait même Arnold Schwarzenegger qui était présagé pour être la tête d'affiche du film, surtout quand, pas juste quand James Cameron était, tu sais, il était-tu présagé pour être le réalisateur? En tout cas, c'était pas encore rendu à cette étape-là. On parlait plus d'écriture pour le film. Faut pas oublier que James Cameron aussi, il écrit aussi. Il n'est pas juste réalisateur. Le film que j'ai couvert, là, le film de Rambo 2, c'est lui qui a écrit ça. Puis c'est ça, fait que lui, dans le fond, là, il était rattaché à ce produit-là, puis il a fait un petit film là, de bateau en 1997, film Titanic, puis dans le fond, il est parti sur autre chose, là, carrément, là, fait que c'est pour ça que, dans le fond, qu'il a lâché le projet, dans le fond. Puis c'est ça, fait que finalement, ça s'est ramassé là, que dans les mains de Tim Burton, là, pas mal là, dans les dernières étapes. Là, dans le fond, pas mal tout était écrit, d'après ce que je peux comprendre là, dans certaines sources, que le script n'était même pas encore finalisé, là, puis on a commencé à filmer. Ça laisse toujours présager du trouble. Là, dans le fond, là, on commence le film, c'est pas tout est aligné, fait qu'on commence à filmer des séquences. C'est pas vraiment la meilleure des idées à faire, là, mais en tout cas, c'est comme ça que le film a commencé là, dans le travail, tout ça. On a pris 80 jours pour filmer, dans le fond. On a commencé au mois de novembre. Tim Burton voulait commencer au mois d'octobre. Puis, en tout cas, finalement, on a filmé là, sur 80 jours. Là, on a fini au mois d'avril, là, finalement, en début d'année. Puis le film est sorti là, la même année aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas. Il y a beaucoup d'effets visuels, mais il y a beaucoup en caméra aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est pas des super, super gros effets là, visuels. Là. C'est un film à effets visuels, mais beaucoup en caméra. Fait que, tu sais, dans le fond, là, après ça, c'est juste le montage du film qu'on a à faire. S'il y a quelque chose que je vais pouvoir dire contre le film aujourd'hui, là, c'est pas vraiment là, les effets visuels. Là. Il y a quelques petites affaires là, un peu au travers. Là. Je vais peut-être en parler. Là, peut-être pas à chaque fois. Là, je vais y arriver avec ma pensée globale tantôt. Mais, tu sais, c'est le court temps qu'on a eu pour éditer le film, là, c'est pas vraiment le problème du film. Ça en est un, là, mais ce que je veux dire, en fait, de visuel, en fait, de qu'est-ce qu'on avait de filmer, là, je veux dire, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais c'est ça, fait que dans le fond, on avait... Puis on a même le Rick Baker, là, dans le fond, qui a travaillé sur les effets. On a comme forcé tout d'un coup. Ça fait genre quasiment 30 ans qu'on n'a pas fait de film de singe. Puis tout d'un coup, go, on y va, on fonce dans le tas. Rick Baker s'est fait demander, c'est genre sa mère ou son père venait de décéder, puis là, on lui demande, tu sais, dans le fond, tu veux-tu venir travailler sur le film de la planète des singes? Il devait construire 500 singes, quelque chose de même, puis dans le fond, en dedans de 4 mois, quand ça prend à peu près un an à faire, là, tu sais, c'est toutes des affaires de même un peu, là, ça fait un peu chaotique là, comme production. Mais c'est ça, ça va donner le résultat là, qu'on va parler là, dans la prochaine heure et demie. Là. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. En 2029, un astronaute de la force aérienne se heurte à une planète énigmatique où des singes évolués et parlants dominent une race d'humains primitifs. Fait que là-dedans, là, tu sais, bon, le film original là, de 1968, là, puis pas mal toute la franchise là, jusqu'à là, était pas mal une genre là, de parabole ou, avec une idée là, de le racisme. Là, on va peut-être aller plus sur le côté là, c'est comme sur les animaux un peu. Honnêtement, là, je vois pas vraiment. Bon, on peut toujours dire que c'est encore là, une question là, de racisme, mais j'ai vraiment plus le sentiment que c'est le côté là, animal, comment on maltraite les animaux. C'est plus comme ça que je vois ça dans le film aujourd'hui, là, vraiment là, avec le côté là, où ils vont marquer les animaux, dans le fond, avec les familles qui sont... Il y a un bout qui vont rentrer, là, les humains, après les avoir capturés, puis ils vont les trier. Un enfant d'un bord, puis les parents de l'autre bord, puis tu sais...
Dans le fond, il n'y a pas aucune émotion là-dedans. On va même parler une fois là, de les stériliser parce que dans le fond, ils commencent à trop se multiplier. Là, genre, il y a un ratio là, de 10 contre 1. C'est vraiment un peu, là, j'ai vraiment plus l'impression qu'on veut faire un commentaire sur la maltraitance des animaux, contrairement là, au racisme plutôt du film original ou de la série originale. C'est correct, à quelque part, on veut changer des affaires, puis peut-être pas trop clouer encore sur le même clou, clouer sur le même clou, taper encore sur le même clou qu'on faisait avant. C'est correct comme ça, à quelque part, Tim Burton a sa vision. Puis aussi, c'est sûr qu'on va aller fortement là, sur le fait là, de nos croyances, je veux dire, où qu'on y croit fermement sur quelque chose, que ce soit CMOS ou dans le fond, là, qui est comme la religion là, qu'on a là, pour le peuple des singes, où ce qu'eux autres, ils vont croire au retour, un peu, peut-être, là, peut-être que ça ressemble un peu à l'histoire là, de Jésus à quelque part, où est-ce qu'on va avoir le retour éventuel, tout ça, un évangéliste ou quelque chose de même, là, je dis Jésus, là, mais en tout cas, je connais pas toutes les religions qu'ils ont, là, mais il y a ça, puis aussi, ben, de justement, là, s'affirmer quelque part, on va avoir des singes qui vont se battre pour les droits des hommes, ça va arriver aussi. Comme dans la réalité aussi, on a beaucoup là, de personnes là, qui vont se battre pour les droits là, des animaux. Je dirais que, à quelque part, peut-être en 2000, c'est un petit peu moins le cas. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, on voit aussi beaucoup de choses. On est beaucoup plus alerte là, de la maltraitance des animaux. Mais, à quelque part, c'était peut-être un peu plus tabou dans le temps. Puis là, ben, tout d'un coup, ben, je suis vraiment pas en train de dire là, qu'avec ce film-là aujourd'hui, ce film-là a changé puis a ouvert les yeux sur des choses. C'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Mais je dirais que c'est parce qu'aujourd'hui, puis avec les réseaux sociaux, puis montrer les affaires, la cruauté animale, des affaires de même, je pense qu'on est plus alerte. Peut-être quelque chose qu'on était un petit peu moins là, en 2001. Là. Tranquillement, on devenait un petit peu plus conscient de ça, mais quelque part, quelque chose que je pense qu'on voulait un peu mettre de l'avant là, quand on a construit là, le film d'aujourd'hui. Fait que moi, le film d'aujourd'hui, je l'ai vu à l'époque au cinéma. Bien sûr, j'avais vu l'original bien avant. Je m'attendais à pas mal un remake du film. Tim Burton va insister, ou il insistait beaucoup à l'époque, que c'était pas un remake, c'était une réimagination là, de l'histoire originale. Puis, dans le fond, c'est comme on prend le thème ou le concept, puis on s'en va dans une telle direction. On va faire quelques clins d'œil, tout ça. Mais, en tout cas, je sais pas exactement ce que je pensais. Là, ça fait quand même au-dessus de 20 ans. Là. Mais c'est sûr, à quelque part, à l'époque, j'avais trouvé ça correct. C'est sûr que, j'étais quand même encore un gros fan de toute la franchise. Fait que, quelque part, moi, personnellement, je me sentais pas trahi. À quelque part, j'étais content plus de revoir un nouveau film de la planète des singes qui sortait de mon vivant. Fait que je backais le film en tant que tel. Je voyais pas vraiment là, de défaut à l'époque. Jusqu'à même la semaine passée, je voyais pas vraiment de problème avec le film aujourd'hui pour dire ben honnêtement là. C'est juste avant de réécouter le film, je veux dire, je savais la réputation du film. J'ai toujours su la réputation du film, puis quelque chose que j'ai pas vraiment vu à chaque écoute. Le podcast va peut-être avoir changé quelques petites affaires, puis je vais parler là, de plusieurs choses aujourd'hui, naturellement. C'est ça mon travail. Mais j'ai jamais vraiment eu de problème. J'avais hâte de le revoir. Là, finalement, je me suis ramassé au HMV à l'époque pour acheter là, le DVD là, quand il sortait. Puis, je me rappelle en plus que quand je suis arrivé là, il n'y en avait plus sur les étagères. Puis là, j'ai demandé au gars, j'ai dit, ils sont où les DVD de La planète des singes? Genre, je suis premier jour au site, puis t'en as pas. Là. Fait que finalement, le gars, il dit, attends un peu, là, je sais pas où ils sont. Puis il y en a un gars qui arrive qui dit, c'est beau, je vais aller chercher ma copie que j'avais gardée pour
pour moi, tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai réussi à l'avoir, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est comme parti comme des petits pains chauds. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Fait que je me dis, c'est où est-ce que ça vient, la réputation que le film n'était pas bien reçu. Alors, on commence le film directement avec le générique. Il n'y a pas d'introduction, là, comme qu'on était habitué là, dans pas mal tous les autres films avant. Sur nouvelle ère, nouvelle version, nouvelle. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Là. C'est pas. Ben, tu sais, comme je me dis, le 29e James Bond qui vont sortir éventuellement, là, je m'attends à ce qu'il y ait une genre de suite, là, même si ça va prendre peut-être encore quelque chose comme 5 ans, tout ça, j'imagine qu'on va garder un peu le même format. Mais dans ce cas-là, je me dis, on sort une nouvelle affaire, tout ça, c'est carrément autre chose. Pas que je pense que c'était vraiment nécessaire, là, de toute façon, là, d'avoir le même format, là, mais c'est juste que c'est comme ça qu'ils ont fait là, depuis le début. Mais c'est ça, fait que on part avec le générique, puis la musique là, de Danny Elfman. Danny Elfman que j'ai parlé là, sur pas mal, beaucoup là, de films, là, que c'est un habituel collaborateur avec Tim Burton. Dans le fond, à cette époque-là, ben, du coup, dans mon livre à moi, il avait fait les deux films là, de Batman, puis je pense une couple d'autres films là, de Tim Burton, mais tu sais, en tout cas, moi, je connaissais bien là, des Batman, là, que je veux dire, dans le fond, que j'aimais beaucoup à l'époque. Fait que bien content de l'avoir aujourd'hui. Sa trame sonore, pas quelque chose que j'ai écouté vraiment beaucoup, mais je l'ai écouté peut-être une fois, là, sa trame sonore. Est correcte en tant que telle. Dans le film, je dirais qu'elle est moins, pas accaparante, mais je trouve qu'elle ressort pas tant que ça là, dans la trame sonore. Je trouve que vraiment, elle fait sa job en tant que trame sonore de faire un ton, mais il y a beaucoup de percussions, puis dans le fond, c'est plus une question là, de ton. Plus qu'une question là, d'avoir une harmonie. Là. Dans le fond, c'est pas mal dans le générique où on entend des harmonies, puis le restant du film, là, je pense que c'est pas mal plus des tambours qu'on entend tout le long. Puis c'est correct en bout de ligne, c'est ce que ça devait être, c'est ce que ça donne, le ton, tout ça. Fait que il fait sa job, mais je veux dire, ça me donne vraiment pas l'envie là, de vouloir écouter la trame sonore, honnêtement. Là, juste entendre des drums tout le long, c'est correct. Là, je vais écouter des shows d'Iron Maiden ou de Metallica ou n'importe qui vont faire des solos de drum, puis c'est ça, je veux dire, je vais triper là-dessus, mais bon, c'est juste la trame sonore. Quoique Hans Zimmer est fort là-dessus aussi, là, avec des gros tambours, tout ça, là. Mais je sais pas, cette trame sonore-là m'a toujours laissé, j'ai pas vraiment d'envie de l'écouter. Pour qu'est-ce qu'il fait, mais bon, dans le générique, qu'est-ce qu'on entend, c'est correct aussi, là, en fait, de mélodie, tout ça, c'est correct. J'ai déjà entendu là, un meilleur travail là, de M. Elfman. Mais c'est ça, fait qu'on ouvre avec ça, puis des visuels qui semblent être des photos collées ou quelque chose de même, là, dans le fond, là, de plusieurs, là, comme toute la culture là, des singes qu'on va avoir. On voit tout de suite que c'est quelque chose là, qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus visuel, beaucoup repensé. Tu sais, en tout cas, j'aime quand même un peu toute l'introduction. Des fois, je me dis... c'est quoi exactement qu'on voit. Là? Il y a des affaires qu'on va voir. Là, il y a comme un genre de gros vase rouge là, qu'on va voir plus tard, là, qui a le fusil là, du père essaye de garder là, depuis plusieurs générations, tout ça. Dans le fond, ça finit pas mal là-dessus, mais ça a l'air quelque chose qui est sur la tête d'un singe. Mais j'essaie de comprendre exactement ce que je vois. Puis tout d'un coup, il y a des yeux qui apparaissent là, de nulle part, tout ça. Fait que, je trouve que c'est quand même un peu intéressant comme début. Mais c'est ça. Dans le fond, ça nous aide à embarquer un peu, puis comprendre que ce n'est pas exactement les mêmes singes. Ou sinon, que ça va être plus, on va embarquer là, comme dans le côté culture du film. C'est tout ça qu'on va aller, vraiment, aller beaucoup fortement là, dans la culture des singes, ou en tout cas, ça va virer en autre chose. C'est ce qu'on va discuter pas mal là, aujourd'hui. Fait que, dans le fond, on découvre qu'on est en 2029. Monsieur Tim Burton ne voulait pas aller trop loin dans le futur. Il voulait juste aller là, en 2029. Puis là, dans le fond, on a des astronautes qui sont dans une autre galaxie. Ils sont très loin de la Terre.
en haut d'une planète. Là. On va apprendre que c'est la planète Ashlar, je crois. Je l'ai pas, je la vois pas vite de même là, dans mes notes. Mais c'est dans le fond, je n'ai pas entendu ça dans le film. Peut-être qu'ils le disent. Il y a beaucoup d'affaires, là, beaucoup de noms de personnages, des affaires de même. Là, je pense que c'est même pas là, dans le film, c'est tout là, dans des côtés des livres promotionnels ou n'importe quoi, là, des posters avec des têtes des personnages, tout ça. Il y a des affaires, là, je pense que des noms doivent être dits juste une fois. Il y a des affaires que j'ai remarqué parce qu'il disait, là, genre, dans le commentaire, pas dans le commentaire, là, mais dans les sous-titres, que des fois, là, c'est plus facile à regarder les sous-titres là, quand le monde parle un peu trop vite. Mais honnêtement, là, il y a tout le nom des personnages. Là. Je veux dire, je vais me référer à IMDb pour écrire le nom des personnages aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Mais ultimement, je pense que les plus importants, c'est les noms qu'on connaît. Leo Davidson, Thade, puis peut-être Harry. Je pense que c'est pas mal les trois personnages qu'on a à savoir. Aussi, il y a le personnage là, de Michael Clarke Duncan, le personnage là, de Attar, que je pense qu'on dit son nom une fois là, dans tout le film, puis c'est pas mal ça. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de personnages aujourd'hui, puis c'est vraiment, peu importe leur nom, là, c'est pas très très important. Mais en tout cas, on est rendu à 2029. Dans le commentaire audio, Tim Burton, il dit que il voulait placer ça dans un futur, mais pas trop loin. Puis, que je veux dire, pour qu'on se sente un peu décollé, qu'on se sente pas trop, pour qu'on reste un peu rattaché. Bon, je vais dire deux choses là-dessus. Je veux dire, je comprends qu'on veut pas mettre trop des personnages du futur. Je comprends son idée. Mais, je veux dire, d'un, tu viens de mettre Mark Wahlberg, puis c'est une personne que, dans mon livre à moi, tu peux pas être attaché à ce personnage-là dans n'importe quel rôle qu'il fait. Oui, j'ai fait Rockstar l'année passée, un film que j'aime bien. Je pense que, ultimement, j'ai donné un jaune pareil là, dans mon endossement, mais c'est beaucoup, tout le temps à cause de Mark Wahlberg, qui est un personnage qui est pas attachable. Je veux dire, c'est toujours il y a toujours le même maudit visage à chaque réaction. Dans le fond, il est content, il est là, puis, excusez, vous pouvez voir sur YouTube la face que je fais, mais il y a toujours le questionnement de qu'est-ce qui se passe, puis il fait ça, il est content, c'est ça, puis il est pas content, c'est ça, puis il est fâché, c'est ça, puis il est comme tout le temps la même face. Puis c'est ça aujourd'hui, c'est la même affaire. C'est sûr qu'il tombe sur une planète où il sait pas qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, il se pose des questions tout le long. Fait que c'est normal. Je veux dire, c'est comme pour lui, là, je veux dire, tout ce qu'il voit, c'est pas normal. Je comprends qu'il se pose des questions, mais à quelque part, change de réaction pareil. Là. Après genre, une demi-heure de film. Ça fait quelques minutes que tu es déjà là. Puis après un bout, je comprends le personnage qui peut pas comme trop adhérer, mais après un bout, là, reviens-en. Je veux dire, commence à embarquer. Mais c'est du Mark Wahlberg tout court, le personnage qui est pas attachable tout court. Là. Fait que c'est ça, mais en même temps, c'est ça la job du réalisateur, c'est de même si les personnages, ils sont peut-être pas de notaire, mais ça reste que c'est des humains, c'est la job de l'acteur aussi de toute façon de nous faire l'aimer, puis au réalisateur aussi d'apporter les outils à l'acteur. Fait que, de mettre ça en 2029, ça n'a juste pas de sens. C'était comme 28 ans plus tard quand le film est sorti. Je pense pas qu'on est rendu là, dans 5 ans, là, qu'on va être rendu à avoir une base spatiale là, vraiment là, en dehors du système solaire. Honnêtement, je pense pas qu'on va avoir ça dans 5 ans. On a de la misère à se rendre sur la Lune. Là. Je pense que cette semaine, justement, là, on allait se rendre sur la Lune, là, quelque chose de même. Là. Fait que, c'est comme... On a de la misère à ça. Là. Fait que c'est... c'est juste bizarre. T'sais. Mettez ça en fin là, dans quelque chose comme dans 80 ans ou quelque chose de même, là, ça a plus de sens. Faire un clin d'œil même à l'original, mettez ça en 2072 ou ce que dans le fond, où ce qui sont partis originalement. T'sais. Mais c'est ça. Fait que on est en 2029, on est sur la base Oberon. De l'UASF, United States Air Force, je pense.
Space Station, puis c'est une base de recherche. Mais c'est ça, ils sont en haut de la planète Ashlar, c'est sur le nom de la planète, là, je pense, ça doit venir là, de peut-être les comics qui sont sortis par la suite ou par il y a peut-être eu une novelisation du film aussi, là, dans le fond, est-ce qu'on veut élaborer l'univers, tout ça. Là, fait que c'est ce que je me dis, quelque part, j'ai jamais entendu Ashlar là, dans tout le film. On commence avec un test pour le singe Pericles, que lui, dans le fond, il est en train là, d'apprendre des manœuvres pour pouvoir piloter sa navette. Bon, tu sais, j'imagine que le singe avait été formé avant de partir dans l'espace, mais tu sais, la manière que c'est apporté, c'est comme s'il n'a jamais été formé. Il est comme formé sur le tas, puis là, on est toujours en train de le former. Je sais pas, tu sais, peut-être qu'on aurait dû le former un petit peu avant, puis t'amènes la crème de la crème avec toi, puis, tu sais, peut-être que c'est des singes qui ont été tous élevés au complet de la naissance dans l'espace. En tout cas, je veux pas vraiment commencer à repenser à ça, parce que je trouve que ça a juste comme pas de sens tout de suite en partant. Mais le visuel est quand même assez troublant, puis ça frappe un peu. Où ce qu'on voit, dans le fond, on suppose que le singe est capable de piloter la navette au début, puis après ça, il perd le contrôle, puis tout d'un coup, dans son écran, Mark Wahlberg apparaît. Il me semble que, je veux dire, ça frappe tout de suite dans toutes les sens. Je me dis, bon, c'est quoi qui se passe, là, à quelque part? Puis, si, mettons, c'est ça qu'on voulait faire, un peu nous déstabiliser, ben ça marche en tant que tel. Là. C'est assez épeurant de voir Mark Wahlberg tout d'un coup qui apparaît pendant le crash. C'est quoi qui crash? C'est-tu le fait que l'avion crash ou c'est Mark Wahlberg? En tout cas, ça, c'est à vous de répondre. Fait que on a la base stellaire, elle, après ça, elle reçoit un massage de détresse. Où elle se rend compte qu'il y a une genre de nébuleuse à côté, une genre de tempête dans l'espace. Puis ils vont envoyer, dans le fond, le singe Pericles, dans le fond, là, au travers là, de la tempête, voir pour pouvoir l'étudier. Tu sais, à quelque part, ils devraient peut-être commencer par envoyer un drone. Après ça, tu envoies le singe. Puis après ça, tu envoies un animal, un humain. Tu sais, par la suite, en tout cas, moi, c'est comme ça, je pense qu'on voit ça. Tu n'as pas besoin d'envoyer tout de suite un singe. Tu sais, à quelque part, le drone va faire la première job. Là. Mais le film, il faut qu'il avance. Tu sais, je veux dire, dans le fond, là, c'est beau. Il y aurait pu juste. Peut-être que ça a passé dans une ligne. Là. Il y a tellement d'affaires qui passent dans juste une ligne là, dans ce film-là. Où si, mettons, tu manques la ligne, t'as compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris du tout dans le film. Là. Mais bon, fait que il envoie Pericles, il perd, puis là-dedans, ben. Mark Wahlberg, Léo, en tout cas, je sais pas ce que je vais dire pendant le podcast. Je vais-tu dire Mark Wahlberg? Tu sais, dans le fond, je vais toujours, comme que je fais d'habitude, là, si je dis Mark Wahlberg, je dis Mark Wahlberg. Si je dis Léo, ben je dis Léo. C'est la même personne. Ben c'est ça, Léo lui va pas être envoyé, dans le fond il va faire à sa tête où il va embarquer là, dans une navette pour aller chercher Pericles là, qui est perdu, fait que il va passer là, par-dessus son commandeur que lui il dit on n'envoie personne, mais là lui il décide là, qu'il s'envoie. Dans le fond, c'est peut-être. C'est-tu ultimement la meilleure affaire qu'il a faite? Oui, peut-être. Je veux dire, en bout de ligne, il aurait pu se tuer, mais on est dans un univers où il n'y a pas de problème là, pour se promener en navette, tout ça. Fait que c'est beau, il sort de là. Ultimement, ben, la navette où Léo est dedans, ben, elle va traverser le temps, on va être rendu. Ça, pourquoi qu'on est en 5021, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, là, dans le fond, là, c'est ça que j'ai pu lire. On est dessus, mais le film ne va pas nous montrer là, qu'on est en 5021. Là. Fait que, tu sais, j'imagine que ça vient là, de la novélisation ou quelque chose de même. Puis, en même temps, ben, tu sais, on peut pas finir en 2400 quelque chose, là, où on le voyait visuellement, parce que, ben, tu sais, plus tard, ils nous disent que ça fait là,
des milliers d'années là, où ce que le vaisseau était là, ce qu'il va appeler Kalima. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est comme tout un peu là, nous rentrer dedans assez rapidement, mais c'est quand même quasiment là, 20 minutes, là, tout nous embarquer là, qu'est-ce qu'on est dans le futur, là, dans le fond, en 2029, où ce que tout est placé, nos personnages, puis comme tout nous placer le fond de l'histoire là, jusqu'à temps là, que Léo, finalement, il crache sur la planète. Alors, Léo, il crache sur Ashlar. Puis, tu sais, c'est comme tout va, là. On met la pédale dans le piton. Puis ça va être quelque chose que je vais reprocher au film tout le long. Tu sais, c'est comme. On dirait qu'on peut pas prendre notre temps à quelques. Tu sais, je veux dire, juste prendre le temps de Léo arrive sur la planète. C'est comme, bam, on a tout de suite les singes qui vont apparaître. Ils sont à la poursuite des humains. Ça fait penser un peu au film original de 68 comme scène. Tu sais, je veux dire, on a comme un peu la révélation au travers de ça. Je trouve que on aurait pu faire un petit peu plus là, de suspense. Peut-être qu'on sait à quoi s'attendre à quelque part. Là, tout le monde a comme vu un peu la planète des singes à cette époque-là. Il y en a qui vont arriver et vont dire, bon, ben, je veux dire, oui, c'est un remake, tout ça, mais les films de la planète des singes passaient tout le temps à TQS ou... je veux dire, ça passait partout. Là, je veux dire, il y a TQS ici, puis que ce soit n'importe où dans le monde, là, j'imagine que ça passait tout le temps fréquemment à la télé. Fait que, c'était pas tout le monde avait vu un peu l'idée des singes. Puis, le film s'appelle La planète des singes. Fait qu'éventuellement, on sait qu'on va voir les singes là, qui dominent la planète. Là, c'est comme ça s'appelle littéralement le film. Fait que, la scène a fait beaucoup penser au film original, comme j'ai dit, là, mais c'est comme on vient nous bousculer, bam, d'en face, tout de suite en arrivant. Léo va cracher dans l'eau, fait qu'il va perdre sa navette, il va se ramasser tout de suite, là, je veux pas dire tout nu. Ça a l'air qu'il y avait, il a refusé, dans le fond, là, d'apparaître torse nu, là, ou apparaître là, comme Charlton Heston avait fait là, dans les années 60 à cause que Mark Wahlberg avait fait des annonces là, pour, je pense, c'est Calvin Klein. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'était pour éviter de penser à ça puis penser plus au film. Mais c'est ça. Fait que en bout de ligne, il va garder là, sa combinaison là, de spatiale là, pas mal tout le long du film, là, dans le fond, qui est toute déchirée, là, qui a passé un petit peu au feu au travers de ça. Mais c'est ça. À quelque part, là, on a toute la poursuite des chaînes beaucoup moins brutale là, que dans la version originale. Peut-être qu'il aurait dû d'une manière, là, arriver avec quelqu'un, là, je pense que ça aurait rajouté un petit peu là, au danger, là, mais dans tout le film, là, je pense que ça va être un des affaires qui va me chicoter tout le long. Si tu te fermes le cerveau, je pense que ce film-là va bien passer. Mais, c'est quand tu commences à plus te poser vite des questions un peu, puis de dire, bon, ben, c'est quoi le but de ça, puis toutes les affaires de même. Je pense que c'est là où on va commencer à avoir des problèmes avec le film. Là, ben, c'est ça, il y a comme personne on voit que les humains se font attraper. Dans le fond, on va comprendre que c'est comme pour les vendre comme dans le fond, là, comme animal domestique. Mais là-dedans, c'est ça. On va avoir le personnage de Thade là, qui est joué là, par Tim Roth. Tim Roth, je le connaissais pas beaucoup à l'époque. Je pense que je me mêlais avec Tim Robbins, honnêtement, là, comme acteur. Là, Tim Robbins, Tim Roth, ça ressemble pas mal. Fait que, honnêtement, là, je me disais, il me semble que je le reconnais pas. Puis, en tout cas, finalement, pour comprendre que c'était deux acteurs séparés. Tim Roth, il avait joué, là, je pense, avec dans deux films de Tarantino. Je pense qu'il avait joué là, dans Pulp Fiction. Il avait joué dans l'autre qui a fait avant, là, Reservoir Dogs. Mais j'avais pas vu Reservoir Dogs à l'époque. Là. J'avais vu Fiction Pulpeuse, mais en tout cas, je l'avais pas vu dans beaucoup de films là, à cette époque-là. Fait que, honnêtement, là, pour moi, là, c'était. Je n'ai pas comme vraiment fait la nuance des deux acteurs. Mais par contre, avec tout le maquillage, là, c'est là qu'on voit dans le fond là, tout le travail là, de Rick Baker. Là, Rick Baker avait travaillé sur le film de King Kong de
1976 que j'ai déjà parlé là, avec Christophe Lassens. Il avait fait aussi les maquillages pour, je pense, 2 autres films là, avec des singes, de genre Gorille dans la brume, quelque chose de même. Là. Puis un film de Tarzan là, dans les années 80. Fait que là, dans le fond, là, c'était comme son 4e film là, avec, pour faire des maquillages pour les singes. Je pense qu'il avait fait Mighty Joe Young aussi. Fait que c'était pas inconnu pour lui, mais tout le travail qu'on va voir là, aujourd'hui, là, je vais vous parler là, de qu'est-ce que je pense des singes aujourd'hui. T'sais, dans le fond, à la base, ça ressemble beaucoup à la même méthode qu'ils faisaient à l'époque, en 1968. Là, juste mettre quelque chose avec la bouche puis le nez. C'est ça en bout de ligne, puis rajoute un peu des prothèses un peu au visage. Ça prenait entre 2 heures et 4 heures et demie à tout faire la prothèse là, pour chaque acteur. Comme je l'ai mentionné tantôt, là, dans le fond, il y avait besoin là, de 500 maquillages. Là, quelque part, là, c'est vraiment beaucoup. Tout ce qu'ils vont faire là, dans toute la manière là, pour tous les acteurs, les figurants. Il y a un documentaire là, qu'il y avait sur le DVD. Il n'est pas sur le Blu-ray. J'aurais aimé ça juste le visionner rapidement. Là. Mon Blu-ray est dans une boîte là, dans le fin fond d'un garde-robe. Là, j'ai aucune idée où ce qu'il est. Là, fait que j'ai pas pu la regarder. Sauf que c'est ça. On voit là, que les acteurs, il y avait comme toute une formation pour marcher à 4 pattes, puis tout ça, c'était quelque chose d'assez impressionnant à voir, dans le fond, tout ce qu'ils ont fait là, pour pouvoir créer là, cet univers-là. Je veux dire, c'est vraiment pas un problème dans le film. Là. C'est quelque chose là, qui est capoté à voir. Les maquillages, c'est ça. C'est un peu dans le même genre qu'en 1968. C'est sûr que on a amélioré un peu les techniques, tout le visuel, puis la manière là, pour les acteurs. Comme le museau qui est pour les acteurs est vraiment beaucoup, largement supérieur à ce qu'on avait là, dans toutes les autres versions là, en tout cas des années 60-70. Dans le fond, que ça bouge. En tout cas, c'est vraiment remarquable, là, les maquillages. Là, c'est hallucinant. Là, c'est quelque chose que même aujourd'hui, là, je trouve ça vraiment, là, ça cote pas. Là. Honnêtement, là, juste pour le visuel, je parle des maquillages. Là, c'est un travail phénoménal. Puis Tate, dans le fond, en voyant l'acteur, j'ai même un peu de misère quasiment à le départager. Quand je vois l'acteur, puis je vois Fade, je vois vraiment 2 acteurs différents. Ce ne sera pas le cas pour tous les personnages. Par contre, mais Attar, qui est joué là, par Michael Clark Duncan, que lui, il venait de jouer, là, il était en train de jouer dans le film avec Tom Hanks, là, La Ligne verte. Là, je pense que c'est une adaptation là, d'un livre de Stephen King. Pendant le tournage, c'est là que, dans le fond, il a été approché là, pour jouer là, dans le film d'aujourd'hui. C'est là que, dans le fond, on a... Puis lui, dans le fond, là, c'est vraiment un atout au film. Honnêtement, là, tu sais, ces 2 personnages-là, là, Thade et Attar, là, je veux dire, je les adore. Honnêtement, là, que comme personnage, tu sais, je veux dire, sont horribles. Surtout Thade. Mais Attar, je trouve, ce qui est plate, c'est pas... l'acteur, le problème, c'est un peu qu'est-ce qu'on a écrit pour lui, que je trouve que c'est trop simpliste, mais je veux dire, sa performance est magistrale. Mais ce que j'aime pas pareil d'un côté, c'est qu'est-ce qu'on lui a mis dans la bouche à dire pour certaines scènes, puis comme pour commencer vraiment là, par le début, où il va devoir dire la même ligne que Charlton Heston, dans le fond, c'est juste un peu pour replacer, ça va être ça un peu le but de Tim Burton, de reprendre des lignes iconiques du premier film, du film de 68, puis comme les replacer dans un contexte, puis si c'était un humain qui disait quelque chose, ben ça va être un singe qui va dire cette fois-là, puis vice-versa. Puis, honnêtement, je trouve, ça me griche les oreilles, honnêtement, là, que j'entends la plupart là, de toutes les lignes qui sont remaniées là, au courant du film. Peut-être pas la ligne de Charlton Heston, honnêtement, là, celle-là, je trouve que c'est bien placé, honnêtement. Puis, je pense que j'avais même pas remarqué
jusqu'à ce visionnement-là qui plus tard, parce que je vais en parler tantôt, là, mais j'avais pas remarqué là, qui dit la même affaire qu'il dit sur la plage dans le premier film, là, Damn them all to hell, quelque chose de même. Là. Puis c'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, c'est comme. Dans ce cas-là, je sais pas, tu sais, il a changé ça d'un humain à un singe, mais c'est le même acteur, pareil. C'était un très beau clin d'œil, mais la manière que Michael Clarke Duncan, autant que j'aime beaucoup toute sa prestation dans le film, puis toute sa présence, honnêtement, là, ce monsieur-là a une présence là, d'écran, là, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est ça, quand il va commencer à recopier là, des lignes qui ont été écrites là, dans le film original, ben c'est là que tu peux, oups, c'était un peu ça, il y a quelque chose qui marche pas. Pour dire honnêtement, dans mes deux visionnements du film, là, le deuxième visionnement est toujours un peu plus une question là, de prendre des notes, tout ça. J'écoute le film et à moitié, je prends mes notes aussi en même temps. Mais dans ma réécoute, honnêtement, jusqu'à là, ça va bien. Puis c'est comme un peu là, vers ces coins-là où ce que tout d'un coup, ça me brasse. Même si un peu ça colle pas tout à fait l'histoire là, de 2029, tout ça. Je suis capable quand même là, de laisser ça aller. Là. Je ne vais pas commencer à rester coincé à cause d'une date, là, puis être déjà là les bras croisés. Ça, j'ai pas vraiment de problème. Ça prend quasiment 20 minutes là, pour arriver là. Fait que je comprends que on peut pas passer là, 1h15 là, pour finalement qu'on ait Davidson qui s'écrase sur la planète. Ça, je peux le comprendre, mais c'est là où que tout d'un coup, je me sens qu'on force, on pousse pour que ça aille juste rapide, qu'on se ramasse là, juste quasiment là, pour que finalement, en regardant tout le film, on va juste pousser tout le temps pour que ça bouge. Le film dure à peu près 2 heures, mais tu sais, honnêtement, on a du stock qui aurait dû durer. Le film aurait dû durer 2h30, 2h45, honnêtement. C'est comme là, on pousse. Puis c'est vraiment le film là, qui va souffrir de ça. En bout de ligne, c'est ça. On a Davidson qui écrase. Tout d'un coup, il est capturé par les singes. Puis, tu sais, en dedans de 20 minutes, il va être ressorti. Puis, tu sais, en dedans de 20 minutes, on va quasiment avoir la bataille finale. C'est comme, wow, attends un peu, là. C'est comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Je comprends, dans les années 90, c'était beaucoup la mentalité de plus on fait des films qui sont courts, donner une histoire en 90 minutes, ben, on peut tout de suite revoir du monde dans la prochaine salle, puis que ça va, on fait plus d'argent là-dessus. Mais le film aujourd'hui demande à ce qu'on apprivoise l'univers que Tim Burton nous apporte. Puis là, ben, en forçant à ce que ça aille trop vite, c'est pas le genre de film. Puis c'est sûr qu'on peut peut-être apporter le bagage, surtout que je viens d'écouter tous les films, puis les films précédents, puis voir que même si on avait des films en guillemets cheap, on avait du cœur en arrière, on avait des pensées, on avait toutes des affaires. C'est sûr que les films ont été faits rapidement, mais on avait comme un peu des idées qui apportaient, même si c'était fait, là, ça tombait dans le fond là, des films de peut-être de série B, on peut dire, mais en tant que tel, il y avait du cœur, il y avait quelque chose à apporter. Là, on va apporter, on va apporter le côté là, de la cruauté animale, puis là, c'est dans toutes ces scènes-là qu'on va voir là, quand Davidson là, va être apporté là, dans le village des singes. On va voir dans le fond, toute la situation, la civilisation inversée avec des singes qui font toutes sortes d'activités que normalement on voit tous des humains faire. Ben là, c'est les singes qui le font. On a le caméo là, de Linda Harrison au travers de tout ça. Que elle, je pense que quand on voit arriver là, je pense, je veux dire, on n'a pas de plan pour bien voir Linda Harrison dans ces scènes-là. Dans le fond, Davidson, quand il est dans sa cage, dans le fond, là, le chariot là, qui apporte avec les chevaux, il y a une madame qui est à côté de lui, mais je pense que c'est Linda Harrison. Linda Harrison qui était le personnage de Nova dans les deux films originaux. Là. Dans le fond, aujourd'hui, on va voir Charlton Heston et Linda Harrison qui vont revenir, là, les deux seuls acteurs qui étaient là, dans la production originale. Mais c'est ça, je pense, parce que ça passe très vite. Là. C'est une fraction de seconde, tu la vois ou tu la vois pas.
c'est malheureux, à quelque part. Je pense qu'on aurait pu juste y donner un rôle un petit peu plus important, ou je veux dire vraiment qu'on la voit, là, juste tant qu'à l'avoir, mais en même temps, je sais pas ce que Mme Harrison faisait là, à cette époque-là. Je veux dire, elle était peut-être coincée sur un autre plateau, ou je veux dire, à quelque part, elle voulait pas plus que ça. Là. Puis, dans le fond, on a trouvé une manière, puis c'est tout. Là, ça se peut que ça se limite à ça. Je veux pas vraiment commencer à avoir du jugement sur ce côté-là. Mais c'est ça. Fait que dans tout ça, ben, c'est là aussi qu'on rencontre pas mal tous les personnages là, qu'on va connaître là, pendant tout le film. On a le personnage là, de Harry qui est joué là, par Helena Bonham Carter. Que elle, je connaissais pas beaucoup à l'époque. Je l'avais vu dans 2-3 affaires. Je pense que je l'avais vu là, dans le film de Frankenstein là, de 1994, je pense, là, avec Robert De Niro. Je l'avais vu, je pense, c'est dans Fight Club, si je me rappelle bien, mais c'est pas mal tout en tant que tel. Je pense que c'est pas mal limité à ça. Le personnage de Limbo, qui est joué là, par Paul Giamatti, que je pense que je le connaissais juste pas mal. Là. Je l'avais vu dans d'autres choses. J'ai regardé mon IMDb là, juste avant d'enregistrer. Principalement, là, je l'avais vu peut-être le Truman Show, quelque chose de même, mais le film là, de Howard Stern, le Private Parts, je pense que c'était là que je le connaissais le plus. Puis, honnêtement, c'était un problème un peu pour Rick Baker de pouvoir faire son maquillage, parce que, il y a comme un peu une face anormal, si on veut. Là, je dis ça en guillemets, là, mais en tout cas, il a eu de la misère un petit peu là, pour faire son maquillage à lui, là, la manière que son visage est fait. Mais il devient très, très reconnaissable. Mais, honnêtement, je veux dire, j'ai pas de problème en tant que tel. Je trouve que c'est correct qu'ils ont tous un peu des visages différents. On essaie d'apporter peut-être un peu de différentes genres de différents types de singes. Lui, c'est plus un orang-outan. Mais pourquoi qu'on n'est pas allé chercher? Il y a plusieurs sortes de singes en tant que tel. Ça aurait été le temps de sortir un peu d'autres choses que des gorilles, des chimpanzés, des orang-outans. Il y en a encore d'autres, là, des babouins, des affaires de même. Là, sortez-les, là, c'est le temps. Je veux dire, on veut un peu agrandir un peu tout l'univers et puis toutes les qu'est-ce qu'on peut avoir comme singe, puis on a quelqu'un, le Rick Baker, dans le fond, là, qui est là, qui est en forme, dans le fond, là, qui nous fait un travail phénoménal. Puis qui fait un caméo aussi à cette partie-là du film aussi. Si maintenant vous avez remarqué, j'ai toujours remarqué, il y a un certain, je pense que c'est un chimpanzé, aussitôt qu'il rentre dans le village, il y a un chimpanzé qui a de l'air comme être un petit peu parti dans la brume, si on dit ça, pas proprement, là, quelque part. Il n'y a pas de l'air... peut-être qu'il a pris un verre de trop ou quelque chose de même, ou peut-être fumé quelque chose de trop ou quelque chose de même. Là, il y a un singe qui est de même. Ben, c'est M. Rick Baker, dans le fond, qui fait un caméo. On a aussi le personnage là, de Dana, qui est la Nova, peut-être, du film, là, qui est joué là, par Estelle Warren, quelque chose de même, là, pas... je replace son nom, là. Stella Warren. Que honnêtement, là, ça va être comme un peu... bon, il y a beaucoup de personnes qui vont parler contre le film avec elle, par l'idée que c'est, je veux dire, à cause de Nova, dans le fond, justement, qu'on avait comme le côté que c'était le couple avec Léo. Puis le film aujourd'hui va plus être peut-être concentré sur en guillemets le couple de Léo et de Harry, le personnage de Helena Bonham Carter. Fait que tu sais, c'est comme un peu qu'est-ce qu'on s'attend un peu. Moi aussi, à l'époque, je me dis, c'est la nouvelle Nova, fait que, peut-être qu'il va se passer quelque chose entre les deux. Finalement, il va se passer à rien. Puis, je veux dire, à la fin, même, où ils vont comme s'embrasser, quelque chose de même, c'est comme, il n'y a rien. C'est comme, ça va être comme sortir de nulle part. Donner le film juste à cause de ça,
ça n'a aucun rapport. Je veux dire, je suis pas juste à cause d'une scène qu'on peut donner un film, là. Mais c'est juste une idée qu'on a déjà préconçue, je pense, puis qui tombe à l'eau, où on est juste prêt à quelque chose. Puis aussi, le personnage de Crawl, éventuellement, qu'on va rencontrer plus tard, là, qui est joué là, par Kari Hiroki Tagawa, qui est bien sûr Shang Tsung là, dans Mortal Kombat 1 là, de 1995. Bien sûr, je peux juste le voir. Puis je pense qu'il fait une ligne dans le genre It Has Begun ou quelque chose de même là, dans Who Finish Him ou Finish It, ou quelque chose de même. Il dit quelque chose qui rappelle Mortal Kombat. Là. En tout cas, je sais pas si c'était volontaire, mais moi, je veux dire, j'ai juste vu ça. Je me suis dit, c'est mon cher Shang Tsung. Puis c'est ça, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a David Warner là, qui fait un sénateur. David Warner, je pense pas qu'il a besoin vraiment là, d'introduction. Là. Moi, à l'époque, je le connaissais bien sûr pour Star Trek, pour 3 rôles, je pense, dans Star Trek. Un Cardassien dans Deep Space Nine, puis dans les 2 films là, de Star Trek 5 et Star Trek 6. Que je vais parler éventuellement. Dans le fond, de ces 3 rôles, je pense que je vais en parler là, dans toute ma rétrospective de Star Trek. Il y en a peut-être fait plus aussi. Là. Je veux dire, dans le fond, c'est un personnage qui... le côté qui aime ça mettre du maquillage, il faut croire, parce qu'il y a beaucoup souvent des rôles avec du maquillage. Fait que ça l'aide beaucoup pour les réalisateurs et toutes les personnes quand ils aiment ça. Les acteurs aiment ça mettre du maquillage. Ils sont prêts à ça. Fait que ça les aide. Ils n'ont pas quelqu'un qui arrive et qui dit j'aime pas ça, faire ça, tout ça. Ben, c'est quelqu'un qui est habitué. Puis, dans le fond aussi, là, on a Christopherson, que je pense pas qu'il a besoin aussi d'introduction, là, qui était quand même assez connu à l'époque. Eric Avary, que je connais pas vraiment. Là, je pense qu'il avait joué là, dans La Momie là, dans ces époques-là. Le personnage là, de Byrne, qui est le jeune garçon, tu sais, je veux dire, on nous a introduit plein de personnages que lui, dans le fond, il commençait un peu sa carrière. Puis aussi le personnage là, de Evan Park, qui fait le personnage... Non, le personnage de Gunner, qui est joué par Evan Park, que j'ai déjà parlé au podcast, qui joue dans le film de King Kong 2005, là, avec Peter Jackson, que j'ai aussi parlé avec Christophe. Fait que il y a beaucoup de personnages superflus. Dans le fond, si on parle de Gunner, de Byrne, de Tival, là, qui tantôt je me suis trompé entre les deux, là, mais le personnage de Tival qui est joué par Eric Avary, là. Puis même Kurabi, là, qui est joué par Chris Christopherson. Puis tu sais, même Crawl qui est joué par Shang Tsung, c'est tous des personnages qui apparaissent, qui sont des caricatures, mais que même là, je pense qu'ils sont tellement superflus, qui sont là à l'écran, qu'ils sont même pas des caricatures, je pense. Tu sais, OK, on a Chris Christopherson, que je pense qu'il est le père le personnage de Dana, mais puis d'une autre petite fille. Elle, la petite fille, elle va être tassée là, assez rapidement là, de l'histoire. Elle va être achetée là, par la nièce de Thade, puis quelque part, on va la libérer, mais finalement, on va la retasser pareil, parce que supposément que quand ils vont réussir à s'évader, ce sera pas trop compliqué là, pour s'évader, là, rendu là, mais on va la retasser. Mais c'est tout ça pour dire qu'en bout de ligne, oui, c'est comme un peu des clichés. On a le petit gars avec eux autres qui, en bout de ligne, moi, c'est parce que je me réfère à IMDb, mais je n'ai aucune idée c'est quoi son nom dans le film. C'est juste le petit gars que, je veux dire, il y a une scène pour vraiment les retarder vers la fin. Parce que lui, il trébuche là, avec son cheval, puis dans le fond, c'est tout ce qu'il fait. Le personnage là, de Chris Christopherson, c'est juste pour essayer de mettre du drame, je pense, pour donner quelque chose à Thor, pour le faire transformer un peu en méchant, mais finalement, c'est Thade qui va le tuer. Le personnage là, de Tival, c'est juste pour mettre quelqu'un, tout simplement, là, pour... je sais pas. Honnêtement, là, on nous rajoute juste des personnages
Puis, c'est ça. Je veux dire, en tant que tel, s'ils collent quasiment pas ensemble, c'est juste parce que c'est des humains, ils se tiennent ensemble. Mais éventuellement, on a quand même des singes qui vont se greffer à eux autres. Là, c'est ça, tu sais. Il va y avoir un souper où, dans le fond, toute la culture des singes, on va se connaître ça un peu, la religion de Simos, le sauveur, qui va revenir éventuellement. Toutes des affaires de même, où on comprend un peu leur culture, où dans le fond, là, les sénateurs, le sénateur Sandor, là, qui est joué là, par David Warner, va recevoir à souper. Dans le fond, c'est un peu un souper politique. Dans le fond, on va commencer à jouer un peu. Tu sais, un peu la mentalité. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, on se faisait dire que dans les animaux, il n'y a pas vraiment d'âme, tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on jouait avec ça. Avec l'idée là, que des animaux ont peut-être pas d'âme. Puis, tu sais, il y a Tate qui va justement prendre la tête. Il va prendre Mark Wahlberg, puis il va écartiller la bouche, puis il va dire y a-tu un âme là-dedans? Tu sais, c'est vraiment. Je suis certain qu'il n'y a pas une question raciste cette fois-là. C'est vraiment, là, je pense, la cruauté animale. Quoique je crois là, que, dans le fond, là, dans le passé, je suis sûr avec l'esclavage, là, c'est le genre de même chose qui s'est passé, mais je suis certain que c'est plus. On regarde vraiment là, le côté là, animal. Là, ça se sent. Là, je veux dire, la manière que c'est apporté aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, éventuellement, il n'y a pas de problème pour Léo de réussir à s'évader. Juste parce qu'il y a un couvre-feu pour les animaux qui sont les humains. Puis, tu sais, dans le fond, il fait juste comme quasiment sortir de sa cage. Il va libérer tout le monde. Puis, tu sais, c'est comme ils vont passer au travers de toutes les maisons en s'évadant. Je veux dire, c'est comme, je comprends pas tout à fait. C'est comme, tu sais, OK, il y a un couvre-feu, fait que tu te promènes pas dans la rue, mais tu te promènes dans toutes les maisons, puis tout le monde, dans le fond, est dérangé. C'est comme, tu vois la vie des singes, je comprends, là, tu vois Paul Giamatti, il y a une bonne scène quelque part où il est comme, il est filmé à l'envers, puis comme devant un miroir, puis en train là, de comme, comme se nettoyer un peu. Puis, tu sais, c'est comme, c'est des idées qui sont intéressantes, mais qui courent au travers de tous les foyers. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est juste. Je comprends. Peut-être qu'ils veulent aller chercher la petite sœur de Dana, là, qu'en bout de ligne, j'ai aucune idée c'est qui l'actrice. J'ai cherché un peu de savoir c'est quoi son nom, là, mais je veux dire, même sur IMDb, je suis pas capable. Là, rendu après un bout, là. Je suis pas capable, tout simplement. Là, l'actrice a vieilli, tout ça, puis je suis pas capable de trouver un nom avec. Là. Mais c'est ça, de toute façon, il y a tellement de personnages. Je veux dire, déjà de tous les trouver, là, j'ai été quand même pas pire. Puis, c'est ça, éventuellement, il rencontre là, Harry. Harry, tu sais, elle se bat là, comme pour les droits des animaux, là, d'un côté, pour que, dans le fond, qu'il y ait des droits. Mais, tu sais, il nous cache un peu tout le long, comme dans le premier film, dans le fond, où les humains sont muets. On nous le cache pendant un bout, sans aucun but. C'est vraiment pour nous autres, où Léo se retourne de bord, puis essaie de parler aux autres humains. Puis que, dans le fond, là, les autres, ils restent muets. Fait que, tu sais, bon, moi, quelque part, en 2001, je regardais ça, je me disais, moi, je sais, parce que ils sont dans une planète, je me référais au premier film, je me suis dit, tu sais, ils sont revenus sur Terre, puis là, les humains, ils parlent plus. Tu sais, je me passais bien wise, là, finalement, tu sais, j'ai comme une pelle un peu au visage, là, sur le côté, là, que finalement, tu sais, les humains, ils parlent, mais ils décident qu'ils parlent pas. C'est comme, OK, tu sais, je veux dire, il aurait pu répondre à quelque part. Éventuellement, il aurait pu en avoir un qui réponde. Mais bon, c'est vraiment pour nous autres, pour qu'on pense ce que j'ai fait à l'époque. Puis, bon, c'est correct, hein, quelque part, là, mais c'est comme, il aurait fallu avoir plus une grosse révélation. C'est juste à la place, ça n'a juste pas de sens, que finalement, il n'y a personne qui a parlé. Mais c'est ça, fait que dans tout ça, c'est ça, ils se sauvent, puis Harry, elle va se greffer à eux autres. Puis, dans le fond, ils vont se sauver tout ensemble. Parce que là, en bout de ligne, lui, il va aller rechercher son vaisseau, tout ça, pour pouvoir
c'est ce qu'il va faire tout de suite en sortant. Là. Il va voir aller retourner où est-ce que son vaisseau a crashé. Il va plonger dans l'eau. Tout ça, il va aller chercher, là, dans le fond, là, un sac là, qu'il y avait dans sa navette. Puis, dans le fond, il va pouvoir trouver un tracker, dans le fond, pour trouver là, où est-ce que ça... dans le fond, le vaisseau, où est-ce qu'il est. Mais... c'est ça, fait qu'il il va se ramasser sans fusil, là, parce que là, il va avoir quand même le personnage de Krull que lui, dans le fond, ils savent pas c'est quoi un fusil, mais dans le fond, il en veut pas parce que quelque part, tu sais, lui, il va rester tout le temps sceptique sur Léo, puis c'est correct à quelque part, mais là, pendant qu'ils vont plonger aussi, dans le fond, il y a le personnage là, de Dana qui va aller rejoindre Léo là, dans l'eau pour être sûr que c'est pas noyé ou quelque chose de même. Là. Puis finalement, on va voir les gorilles là, qu'on a vu là, dans une scène un peu plus tôt. Là, que Thade aurait noyé là, des gorilles là, qui ont, eux autres, trouvé là, la navette là, de Léo. Mais c'est ça, à quelque part, là, pendant des années, là, j'ai pensé que Thade était parti à ce moment-là, juste avant ça, pour retourner peut-être là, sur Terre avant. Mais plus tard, ben c'est ça. En tout cas, je vais en parler un peu plus tard, là, vers la finale. Là, dans le fond, là, qu'est-ce que je pense plus, là, mais tu sais, dans le fond, vous me voyez, là, où ce que je pense que c'est après le film, là, mais on va en reparler tantôt là, pour la finale. Mais c'est ça, tu sais, là, il va avoir tué là, les deux gorilles qui ont trouvé là, la navette de Léo. Fait que pendant que tous nos héros, on va appeler ça de même, là, les autres se dirigent là, dans la zone interdite. Bon, clin d'œil un peu au premier film là, avec les épouvantails là, qui gardent la zone. Là. Ben, de l'autre côté, ben, c'est ça, on a Thade là, qu'il va retrouver là, son père mourant. Là, dans le fond, là, il est vraiment littéralement en train de mourir. Puis qu'il va y expliquer qu'avant avant leur civilisation, dans le fond, c'était la civilisation des hommes. Puis, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup d'affaires qui ressemblent au film original, là, mais, tu sais, bon, OK, dans le film original, ils ne savaient pas, là. Dans le fond, il y a peut-être le docteur Zaius qui le savait, là. Je pense que le personnage, là, de Charlton Heston, dans le fond, il s'appelle Zaius, là, mais je suis pas trop certain si c'est dit dans le film, là. Je pense que c'est... si on fouille sur MDB, ok, c'est beau, ça va l'être, là, mais je pense que vraiment, c'est comme, il faut le pogner entre les lignes quelque part, là. Puis bien sûr, ben, c'est ça, comme j'ai dit, là, il va finir tout ça, son discours, là, de toutes les données, tout ça, là, pareil là, comme dans le film original. Là. C'est le fun quand même d'avoir Charlton Heston, puis tu sais, pour un monsieur de son âge qui va mettre vraiment là, tout le maquillage, tout ça, là, qui va peut-être avoir passé là, quelques heures à se faire maquiller, puis que dans le fond, qui va être d'accord avec ça. En tout cas, je trouve ça le fun. Ce qui est plate là-dedans, c'est que dans le fond, dans la scène qu'il y a, dans le fond, avec Tim Roth, Tim Roth est très pour le contrôle d'armes et M. Heston est très là, pro-armes. Fait que tu sais, c'est quelque chose qui, dans le fond, là, même Tim Roth va arriver et va dire, si mettons il aurait su qu'il allait jouer avec Charlton Heston, ben probablement qu'il n'aurait pas fait le film. Là. C'est quand même assez grave, là, que dans le fond, là, qui se sentait pas à l'aise à jouer avec M. Heston. Pour la scène en tant que telle, ben, c'est le fun, comme j'ai dit, là, de voir M. Heston. Mais c'est ça, quand tu vois ce qui se passe en arrière, ben que tu sais, en bout de ligne, il y avait un froid entre les deux, là, tout simplement parce qu'ils ont vraiment là, deux visions opposées là, du port d'armes. Mais ça reste que c'est une très bonne scène. Honnêtement, j'aime quand même là, Charlton Heston là, dans le film. Ça rajoute quelque chose. Dans le fond, c'est sûr que c'est une scène de passer le bâton, là, dans le fond, pour donner comme le saut d'approbation, là, si on veut. Mais c'est ça, à quelque part, là, on a voyons, dans le film original, par contre, aussi, on avait Roddy McDowall. C'est sûr que je trouve, ce que je vais trouver plate un petit peu, dans tous les films qui vont venir, il n'y aura pas vraiment de hommage directement à Roddy McDowall. Tout ce qui va arriver, ça va toujours être des clins d'œil à Charlton Heston. C'est sûr que c'était comme
la vedette du temps, mais Roddy McDowall, c'est comme le cœur qui a comme continué toute la franchise. Puis, tu sais, bon, on peut toujours dire que le film de 68, c'est ça qui a tout démarré, mais toute la culture de la planète des singes, tout le boom de tout ça a continué à cause de Roddy McDowall, puis je pense qu'on aurait dû trouver une manière d'appeler un personnage Roddy McDowall ou McDowall ou quelque chose de même. Je trouve que qu'il y a quelque chose à apporter à cet acteur-là pour la franchise. Puis, je veux dire, on l'oublie à quelque part, tout simplement. On ne le trouve pas assez important. Je ne sais pas comment dire ça, tout ça, mais je trouve que c'est peut-être pour toute la générale, là, c'est pas mal peut-être l'acteur le plus important dans tout ça. Parce qu'en bout de ligne, c'est tout ça, là, à quelque part. Oui, on peut toujours se dire c'est le film original de 68, oui, qui a fait le boom, mais c'est ça, c'est comme tout le bagage qui a suivi, là, qu'il ne faut pas oublier. Mais bon, c'est les choix qu'ils ont fait. Là. En tout cas, c'est sûr que je vais peut-être plus porter attention à ça, là, parce que là, aujourd'hui, je le regarde plus avec au microscope, le film, puis j'ai pas vu aucun clin d'œil. Peut-être que ça va venir dans le nouveau film, mais il me semble que dans la trilogie qui va suivre, là, dans les 3 prochains podcasts, il me semble que j'en parlerai pas non plus, là. Mais bon, puis M. McDowell, ben c'est ça, il était décédé depuis une couple d'années, fait que on ne pouvait pas l'avoir, là, naturellement, là, dans le film d'aujourd'hui. Mais c'est ça, fait que c'est dans le fond, il va se faire donner un fusil, puis que je pense qu'il va rien servir, dans le fond, là, pour le personnage là, de Thade, là. Mais sauf que dans ce temps-là, par contre, il va réussir à. Une fois là, que Chris Christopherson va se faire tuer, là, le personnage là, de Carrie. Je ne l'ai pas en face de moi, là, mais Chris Christopherson, il se fait tuer là, par à tort. C'est comme, à quelque part, tous nos personnages sont en train de se sauver. Puis, comme par hasard, Hathor, il est en train de sortir devant toutes ses troupes, puis il les voit en train de s'en aller. Puis là, tout d'un coup, il y a comme un face-à-face avec Chris Christopherson, puis lui, il se fait ramasser, puis finalement, Thade apparaît en arrière pour le tuer. Je sais pas, c'est comme un petit peu n'importe quoi, là. C'est comme par hasard, en même temps qu'eux autres sont en train de se sauver. Puis pourquoi qu'eux autres se sauvent en arrière de des troupes? Je veux dire, c'est comme un tableau, là, tu sais, dans un jeu 2D, hein, quelque part, tu vas de gauche à droite, puis c'est tout, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de 3D, là, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on était dans le début de l'ère des jeux 3D, puis je veux dire, on comprenait peut-être pas le principe du 3D, je sais pas, mais je veux dire, c'est comme passer par ailleurs, puis c'est la même affaire pour là, nos personnages, ils doivent traverser une rivière qui est comme, bon, ils peuvent passer par les montagnes, sauf que le tracker que Mark Wahlberg a, il y a 36 heures pour se ramasser à Kalima, dans le fond, où son vaisseau l'attend, supposément. En tout cas, c'est ça qu'on nous dit dans l'histoire. Il y a 36 heures, fait qu'il n'y a pas le temps de contourner par les montagnes. Mais tu sais, as-tu besoin de vraiment passer au travers du village des singes qui... Tu sais, contourne le village pareil. Je veux dire, tu sais, c'est comme il n'est pas là de montagne à montagne, de mur à mur, là, tu sais. Il y a quand même un peu un espace pour passer à côté, là, tu sais. Mais c'est ça, on est comme dans un jeu 2D, puis je veux dire, il faut aller de gauche à droite, puis il faut passer par le village pour passer par-dessus le lac, ou en tout cas, pour traverser le lac. Ça n'a juste comme pas de sens, quelque part. C'est juste pour avoir de l'action, pour de l'action, tout simplement, un peu là, tu sais, qu'il se passe quelque chose là, dans le film, mais ça n'a juste pas de sens. Ils m'ont pas donné de raison valable. Puis, ce que je trouve plate, c'est en écoutant en plus le commentaire audio, si je peux comprendre bien, là, Tim Burton va arriver et va dire qu'il n'aime pas travailler avec les chevaux parce qu'ils sont. C'est un peu de travail à faire. Puis que des fois, là, justement, c'est parce qu'on va voir qu'il y a un cheval qui se fait trébucher.
puis que des fois, ils sont obligés. Puis il va dire dans le commentaire, est-ce qu'ils vont vraiment abattre le cheval après ça ou pas? C'est sûr que quand je vois une scène de même, puis que j'ai Tim Burton qui me dit dans son commentaire audio que des fois, quand il y a un cheval qui trébuche, ben des fois, ils doivent l'abattre après. Ben là, je me dis, tu sais, le cheval qu'on a vu là, est-ce qu'ils l'ont abattu? Tu sais, c'est pas dit explicitement, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont fait après ça. Tu sais, il y a toujours à la fin là, du générique de fin, là, les credits à la fin, ils disent tout le temps, là, genre, aucun animal a été blessé là, pendant la production là, du film. Là. Mais, tu sais, honnêtement, est-ce qu'on contourne ça d'une manière, tout ça? Là? Tu sais, c'est ça un peu là, que je me demande, tout ça. En ayant le commentaire là, de Tim Burton, tu sais, je pense pas qu'on l'a abattu après ça, parce que justement, il y a des lois depuis quelques années avant le film, là, de mémoire. Mais, tu sais, c'est comme, à quelque part, je vois ça, puis je me dis, bon, mais tu l'as-tu abattu pour de vrai ou pas? On est laissé sans réponse, mais bon, pas qu'ils disent ça, il y a quelque chose en arrière. Là. Fait que ils se ramassent, ils vont traverser, puis là, on sait que les singes peuvent pas nager, mais tu sais, ça comme, c'est juste vraiment pour la scène, ça apporte absolument rien là, pour le restant du film. Puis c'est ça, ils vont traverser le lac finalement. Ben là, il y a le Limbo que lui, ils ont comme otage depuis le début du film. Ben là, tout d'un coup, il devient avec eux autres parce que là, il était attaqué tout ça. Fait que là, tu sais, bon. C'est comme il y a un peu une évolution, mais en bout de ligne, là, ils n'ont pas vraiment d'évolution avec ce personnage-là. Mais là, ils sont rendus juste plein de personnages. Pourquoi pas en avoir tué d'autres? Ils sont rendus quelque chose comme 9. Là. Il y a Léo, il y a Dana, il y a Harry, il y a Limbo, il y a Krull qui sont avec eux autres. Il y a Karubi, qui est Chris Christopherson, qui est mort. Il y a Tival, il y a Bern, qui est le petit gars. Puis il y a Gunnar, que, je veux dire, qui a juste suivi de même, qui était emprisonné avec eux autres, puis qui a suivi. Puis il y a Limbo, puis qui est arrivé avec 2 gorilles dans sa scène, là, qui vient se brocher à eux autres. Puis que, dans le fond, les 2 gorilles disparaissent comme par magie, quelque chose de même. Là. Fait que, mais tu sais, sont toute cette gang-là. Pourquoi pas en tuer un au travers? Tu sais, juste pour montrer un peu le danger de Hathor, parce que lui, Hathor aussi, là, dans le fond, il s'est ramassé là, dans ce village-là, mais finalement, ben, ça ne donnait rien. Lui, il est là comme pour prendre le contrôle. T'as la grosse menace pour brasser, dans le fond, le village où eux autres sont en train de jouer au poker, puis il y en a un qui triche, tout ça, puis là, ben, lui, Michael Clark Duncan, il arrive, tout ça, ben là, tu sais, regarde, je viens juste rentrer en poste, pas juste les bloquer là, d'aller dans la zone interdite, parce que on est dans un film 2D, puis qu'ils doivent passer par à 100%, ils doivent passer par là, ils peuvent pas contourner. Mais c'est ça, quelque part, c'est comme montrer qu'il est dangereux. C'est comme ils veulent pas, parce que vers la fin, Michael Clark Duncan va virer de bord. Mais il a quand même tué le père de Dana aussi. T'sais. Fait qu'ils veulent comme un peu l'avoir des deux sens. Ils veulent qu'on ait un peu de la sympathie. Ben, peut-être pas la sympathie pour le personnage, parce que c'est un personnage qui est très dur. Puis, mais il va faire un 180 total là, à la toute fin. Mais c'est vraiment une drôle de tournure que ce personnage-là va avoir. Fait que finalement, il va se ramasser à Kalima, que finalement, ben, ça va être comme la statue de la liberté là, à la toute fin du film original. On va avoir même un plan là, qui va être fait. Là, c'est comme presque pareil là, comme Charlton Heston qui est sur la plage. Ben, c'est comme on voyait comme la tête là, de la statue. Puis c'est très similaire. Là, c'est vraiment un clin d'œil, hommage au film original. Mais c'est ça, fait que dans le fond, lui, dans son tracker, il a rendez-vous, il y a 36 heures pour se rendre là. C'est peut-être juste comme, pour que
dans le savoir, à quelque part, là, c'est comme des notes, là, comme aussitôt qu'ils activent la chose, ben, ils se disent qu'ils ont 36 heures. Mais l'affaire est super avancée, ils sont pas capables de communiquer, tout ça. Là, on va comprendre que, je l'appelle Kalima, là, mais c'est la base Oberon. Là. Elle a une batterie à l'intérieur qui peut durer éternellement. C'est littéralement qu'est-ce que Mark Wahlberg va dire. C'est pour ça, quelque part, il arrive, puis je veux dire, il part, puis il n'y a pas de problème. Je veux dire, les portes fonctionnent, sont capables là, éventuellement là, de refaire partir les moteurs. Ils ont fait quoi? Je veux dire, quand ils ont craché sur la planète, je veux dire, ils ont fait quoi? Il y était plus de personnes. Il y avait on va apprendre dans les vidéos que les singes, là, dans le fond, ils les aidaient au début, puis finalement, ils se sont révoltés. Il y a plusieurs de questions sans réponse. Pourquoi ils se sont révoltés? Pourquoi ils se sont évolués? Pourquoi que tout ça c'est produit? Mais on apprend juste que, dans le fond, genre 2 vidéos où ce que les singes les aidaient, puis les singes se sont tannés, puis ils ont viré de bord. Il y a comme... Ça n'a comme pas de sens. Il doit y avoir quelque chose comme dans l'air, quelque part, puis c'est pour ça que, finalement, ben, éventuellement, il y a un singe au travers de ça qui s'appelle Seamos, qui est comme devenu la tête là, de les singes, mais il doit y avoir quelque chose, j'imagine, dans l'atmosphère de la planète qui ont fait évoluer les singes. Mais, pourquoi ils ont vraiment évolué en anglais? Bon, peut-être qu'on peut se dire que c'est à cause là, de la station spatiale là, à Béron, les autres parlaient en anglais, fait que tout le monde parle l'anglais. Là. Pourquoi il ne s'est pas posé la question? Pourquoi il parlait en anglais aussi là, et non un autre langage? Là? C'est autre chose. Mais ça veut dire peut-être aussi les humains sont des descendants aussi là, de les humains qui étaient sur la base à Béron aussi. Je ne suis pas trop certain, quelque part. Il y a trop de questions, quelque part, là, pour que ça ait du sens, pour que ce soit même pas la planète Terre. Là, c'est ça, on peut se dire, bon, peut-être qu'il a fait en rond, pareil, là, comme dans le film original. Peut-être. Je veux dire, c'est tout ce que je peux dire. Mais bon, on nous voit. Au début du film, on voit qu'ils sont en orbite alentour d'une autre planète. Puis, comme dans le livre, ben, ils sont dans une autre planète aussi. Fait que, bon, c'est peut-être qu'ils sont revenus sur Terre. Puis que là, tout d'un coup, ils sortent, puis tout d'un coup, ça ramasse une autre place. La planète ou le système solaire, il bouge un peu aussi, là, puis peut-être là, que dans plusieurs milliers d'années, ben, il ne sera pas exactement pareil à la même place. Là, je veux dire, je sais pas, je ne suis pas astronome, là, mais je veux dire, le système solaire est toujours en mouvement aussi, là, puis je sais pas, peut-être qu'on va découvrir que quand même dans le système solaire, il bouge aussi dans toute la galaxie aussi, là, je sais pas. Je ne suis pas astronome, comme j'ai dit. Mais peut-être qu'on va découvrir quelque chose de même là, dans plusieurs centaines d'années aussi. Là. Fait que je laisse ouvert à l'interprétation, peut-être. Là. J'ai aucune idée, mais je vais juste dire que peut-être qu'ils sont sur la planète Terre, encore comme dans le film de 68. Mais l'idée, c'est qu'ils sont sur une autre planète, pareil comme dans le livre. Plus à vous à faire votre interprétation. Là, moi, je vais y aller avec ce qu'ils ont dit. Là. En bout de ligne, ils disent que c'est une autre planète. C'est ce qu'ils essaient d'apporter tout le long du film. Puis, c'était un gros questionnement que j'ai eu, genre les 20 années après, là, pour vraiment comprendre qu'ils n'étaient pas revenus sur Terre. Parce que en bout de ligne, on ne va jamais vraiment nommer la planète. Là, comme j'ai dit, là, à part peut-être là, dans les novelisations, peut-être, ou des affaires de même, là, c'est peut-être. Mais, dans un autre langage, est-ce que la Terre s'appelle la Terre, ou dans qu'est-ce qu'ils ont évolué là, comme culture. Mais c'est ça, je veux dire, pour toute la culture, puis toutes les centaines de milliers de personnes qui vont après ça se pointer, là, comme que tout d'un coup, Léo s'est rendu là, le sauveur de l'humanité. C'est comme une prophétie alentour de lui. Comme que le mot en 36 heures, c'est comme voyager partout. Il n'y a plus de réseaux sociaux, mais le mot s'est propagé partout là, sur tout peut-être le continent ou les villages alentours, qu'il y a un humain qui a décidé là, de faire face aux singes. Puis, il y a des milliers tout d'un coup. C'est comme ça n'a comme pas de sens, on dirait, là, que tout d'un coup, il y en a plein qui réussissent à se sauver en même temps. Puis, qui savent qu'ils s'en vont exactement à Kalima. Puis, en tout cas,
C'est comme tout d'un coup, on a manqué une étape. C'est pour ça que je dis tantôt, on fonce, que ce film-là aurait dû durer au moins une demi-heure de plus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais c'est ça, on veut juste comme... Aussitôt qu'on commence le film, on veut que quelqu'un se ramasse sur une planète de singes, puis qu'en bout de ligne, qu'il reparte, puis qu'on ait une fin dramatique. C'est ça dans mon livre. Là, la manière que je vois le film, là, je me dis, on est déjà rendu à la fin, il me semble qu'on vient d'arriver. Mais c'est ça. Fait que... ils savent là, que les. Ben, tu sais, Léo, lui, il veut rien savoir là, en bout de ligne. Là, c'est pas un messie. Là. Lui, il veut. Tu sais, il fait encore sa face. Là, hein, qu'est-ce qui se passe, là, tout ça. Puis c'est quoi ça ici? Là, ça n'a pas de sens. Là, tout ça. On peut pas me traiter là, de messie. Là. Je veux dire, je suis vraiment là juste pour foutre le camp. Tu sais, je me fous de tout ça ici. Puis il y a le visage, ça. Tu sais, peut-être que c'est ça qu'on peut se dire. Mark Wahlberg, il veut rien savoir. Tu sais, je veux dire, il y a le visage de genre qui se demande qu'est-ce qui se passe ici, puis il veut rien savoir. Il y a le visage qui dit ça aussi. Comprenez donc qu'il veut rien savoir, tout ça, puis laissez-le donc partir. Ce qui est plate, c'est que lui, c'est notre personnage principal, puis c'est lui qui, à quelque part, il faut embarquer avec ce personnage-là. Mais en bout de ligne, il y a plein de monde qui le suivent, puis il n'y a même pas de réalisation à la toute fin. Même à la fin, quand on va lui donner le choix, est-ce que tu veux rester avec nous autres? Ou, tu as le choix de rester avec nous autres. Éventuellement, là, Pericles va redescendre avec sa navette. Je ne sais pas trop exactement pourquoi que la navette est partie avant, puis après ça, elle arrive après. Là, en tout cas, je lisais quelque chose, là, je pense que c'est sur IMDb. Comme idée que c'est un peu circulaire, je ne sais pas trop quoi, que le Pericles est parti avant, mais après ça, il arrive après. Puis peut-être que Tate, lui, puisqu'il va arriver, il va partir plus tard, il va revenir beaucoup avant les événements là, de la fin du film. Là. En tout cas, c'est une idée que je commençais à avoir dans la tête, puis après ça, en lisant ça, que je comprends un peu peut-être plus comme mentalité, puis ça a du sens, je pense, en tout cas, comme idée. Là, mais bon, on n'aura jamais de deux, dans le fond, là, pour nous expliquer ça, puis il n'y a personne là, qui va parler, va s'avancer pour donner une théorie là, pour la suite. Mais avant de parler de la fin, là, je vais parler là, de la bataille finale, mais c'est ça. Fait que lui, Léo veut rien savoir de tout ça, puis il est quand même placé là, comme évangéliste, quelque chose en même. Là, il doit, dans le fond, protéger tout le monde. Puis je veux dire, c'est comme il va arriver, puis il va essayer là, de dire à tout le monde, je veux rien savoir, tout ça, mais personne ne veut rien savoir. Ils veulent tout être en arrière de lui pour se révolter contre les singes. Finalement, c'est ça, Tate et son armée là, vont finalement se ramasser en face là, de Kalima. Dans le fond, du côté qui sont arrivés au début, ils sont arrivés en arrière de la navette, mais les singes, eux autres, arrivent face au réacteur, si on veut, là. Fait que, en tout cas, pourtant, il y a plusieurs manières là, d'arriver, là, ça a l'air. Eux autres, ils ont le jeu 3D, mais nos personnages ont le jeu 2D. C'est peut-être ça, là. La stratégie de Mark Wahlberg, c'est de, dans le fond, envoyer tous les singes, les rapprocher le plus possible du vaisseau, puis après ça, de partir le réacteur pour pouvoir tuer ou griller beaucoup là, de la première vague de singes. C'est une idée qui marche quand même assez bien. Là, en bout de ligne, là, ils réussissent à envoyer plein de singes, puis après ça, les battre à mort, j'imagine, ou en tout cas, je veux dire, c'est très sauvage, là. C'est pas assez visuel. À mon goût, là, je pense qu'on aurait dû avoir un petit peu plus de violence. Honnêtement, je pense... on parle d'une franchise qui était quand même... quand on écoute le 4e film, qui est super violent, pareil, pour l'époque, on s'entend, mais que je me sens que c'était beaucoup plus violent que ce que je vois à l'écran. Même si des fois je vais voir Thade en train de prendre son chapeau puis en train de poignarder quelqu'un avec parce que son chapeau est pointu, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus doux que les films originaux où ce que je sentais qu'il y avait plus de danger d'être à cet endroit-là. Pas que je me sentirais en sécurité sur leur champ de bataille, là, au contraire, mais
je me sens pas autant là, qu'en 1968. Là. En 1968, là, j'aimerais pas ça. Là, je trouverais ça vraiment dangereux tout court pour respirer tout ça. Ce qui n'est pas le cas là, dans le film d'aujourd'hui. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, là, Hathor, lui, va tuer le personnage de Tival. C'est le chauve, là, dans le fond, là, qui est dans la gang, là, si ça peut vous aider. Là, mais c'est ça, genre, dans le fond, on s'en fout parce qu'en bout de ligne, on ne sait même pas vraiment qu'est-ce qu'il faisait. Je pense qu'il y a eu une ligne dans toute. Je pense qu'il y a une ligne au début pendant qu'il était enfermé. Je pense que c'est peut-être le premier qui parle justement, qui dit qu'ils sont des esclaves, tout ça. Puis après ça, ben, il reparle à la toute fin là, pour dire autre chose. Je me rappelle pas. En bout de ligne, il n'est tellement pas important. Ça aurait pu être tout un peu là, recoupé. Là. Puis tu sais, juste donner moins de personnages, puis qui ait un petit peu plus d'importance. Puis aussi, il va tuer le personnage là, aussi de Krull. Dans le fond, il y avait eu un certain temps aussi là, que Harry, elle avait essayé là, d'aller amadouer un peu là, Thade. On a su pendant le film là, qu'eux autres ont déjà eu un peu de flirting ensemble, mais qu'elle était tellement pro-animaux que dans le fond, lui, Thade est tellement là, anti-animaux là, que il est je dis animaux, bien sûr, là, c'est les humains, là, mais il est tellement parti là, que dans le fond, là, c'est un deal breaker là, quelque part. Là, mais bon. Fait que lui, il a marqué au fer rouge là, Harry. Puis, bon, dans son point de vue, c'est comme normal qu'il a fait ça. Mais le côté, c'est comme un peu le revers. Toute cette histoire-là, je trouve que ça vient se rechercher quelque part quand finalement il va être renfermé là, dans le poste de commande là, d'Oberon, puis que dans le fond, il va commencer à essayer là, de rapprocher Hathor, puis après ça, il va rapprocher Harry pour essayer là, de juste dire regarde, c'est beau, je vais embarquer dans ta. Il essaie de l'amadouer de son bord, puis finalement, elle a la main là, pour montrer là, qu'elle a comme en guillemets allégeance aux humains. Là. Mais là-dedans, c'est ça, ils ont parlé là, de Krull, que lui était un des généraux à Hathor il y a un certain temps, puis que finalement, maintenant, il se déteste comme tout. Puis Krull va se faire tuer, dans le fond, par Hathor. Puis, c'est un peu bizarre. À quelque part, je pense qu'on avait besoin de quelqu'un au moins qui ramasse Hathor. Je veux dire, c'est comme, il est comme placé comme notre grand méchant. Je comprends que c'est Michael Clarke Duncan, puis qu'on l'aime beaucoup. Mais le personnage, il a tué en guillemets 3 de nos personnages. Puis, je veux dire, en bout de ligne, ça fait comme genre, j'étais du mauvais côté tout le long, puis là, je vais devenir le bon. Mais tu sais, c'est juste à cause que Simos descend, tout ça. Mais tu sais, on avait compris là, il y avait un souper, un banquet là, avec les sénateurs, que il était très religieux, puis en bout de ligne, il croyait plus en ça que c'est l'amitié avec Thade, bien sûr. Puis, en bout de ligne, c'est pour ça, je pense qu'il y a un revirement. Une fois que, pendant tout le combat, là, bien timé à quelque part, Pericles arrive avec sa navette en plein ou le champ de bataille à la même place. Peut-être que la navette avait comme un genre de système de guide de retour. Là. C'est pour ça qu'elle tombe directement à côté là, de la station spatiale, peut-être. En tout cas, il faut expliquer ça de même. Mais directement en même temps que la bataille, quand Léo est sur le point de se faire tuer par Thade. En tout cas, ça pousse la crédibilité, mais bon, OK, c'est possible. OK, je veux dire, c'est possible, peut-être, là, peut-être. Mais bon. Le fait que ça arrive à côté du vaisseau, je suis plus prêt à y croire, mais directement en même temps, j'ai plus de misère à croire à ça. Je vais laisser ça à ça. Fait que c'est comme un peu une prophétie, tout ça. Là, ça tombe que Simos revient là, de les yeux là, de tous les singes. Mais personne n'est prêt à aller. Tout le monde va vénérer Pericles comme étant Simos. C'est ça, ils pensent qu'eux autres, c'est Simos. Mais Simos, lui, va se sauver à l'intérieur là, de Oberon.
mais personne va être prêt à comme le défendre. Tout le monde va rester à l'extérieur. Puis lui, il y a Thade, par contre, que lui, dans le fond, il va se refuser parce que là, lui, il s'est fait donner tout le pouvoir ultime là, par le père là, de Harry, là, qui est joué là, par David Warner, là, qui est le sénateur Sandor. Il s'est fait donner tout le pouvoir ultime là, dans le fond, il contrôle toutes les garnisons de guerre. Là, garnisons, du coup, toute l'armée au complet. Là, fait que lui, dans le fond, ne veut pas se faire enlever son pouvoir. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Mais c'est ça. Finalement, ben, c'est ça, ça retombe encore un combat de homme à homme, là, en guillemets, là, de Thade et de Léo. Oui, Pericles va se faire ramasser un peu au travers de ça. Il ne se fera pas tuer, là, mais on est supposé avoir un petit moment où on est supposé se demander si finalement là, Pericles se fait tuer. Mais c'est ça. Fait qu'il va pas mourir à la toute fin, mais il va se faire donner tout simplement là, pour se faire. Dans le fond, c'est comme une fois que les singes vont se rendre compte que finalement c'est juste un singe pas évolué, tout simplement. Là. En tout cas, je sais pas ce qui peut se passer par la suite. Je sais qu'il y a 3 comics, je pense, par la suite, là, qui ont été faits par la suite, là, mais j'ai pas pu les lire. Mais en bout de ligne, il va être élevé là, par Harry là, ou d'autres personnes alentour d'elle. Là. Je sais pas ce qui va se passer avec leur religion, là, mais ça va être le chaos total là, par la suite, là, tant qu'à moi. Là, mais bon, c'est le temps là, qu'Athor se rende compte de ça, là, que ben, c'est ça qui va arriver en bout de ligne. Il va se rendre compte là, que toute la religion a été construite sur la manipulation là, de la famille là, de Thade. Pour ça qu'il va un peu se révolter contre lui. Mais c'est ça, en même temps, Thade va pas mourir. À quelque part, de toute la manière que c'est monté, il devait comme avoir, je pense, au moins, si on est pour placer comme des machins, ben, tu sais, OK, c'est beau, tu veux laisser Thade vivant pour peut-être le deuxième film, quelque chose de même. Oui, tu veux revoir Michael Clarke Duncan dans le deuxième film, je comprends, mais tu peux pas revoir tout le monde à quelque part. Il faut que tu aies un peu une satisfaction à la fin du film. Puis là, tu sais, t'en as un dans les deux qui a tué. Ben, non, c'est vrai, le père, là, Chris Christopherson, c'est Thade qui l'a tué, mais, tu sais, à cause de Hathor aussi, là, tu sais, je sais pas, à quelque part, là, je trouve que ça laisse un peu sur la fin, puis une fois là, que Simos arrive, puis là, ben, tu sais, Léo ressort, puis là, comme Limbo, il est en train de jouer à l'entour du vaisseau, puis tout d'un coup, soit le vaisseau détecte la tempête qu'il y avait au début, ou pendant qu'il est en train de zigonner sur le vaisseau, ben, il comme réactive la navette. Puis Léo, ben, lui, il sent tout de suite le besoin là, de retourner dans l'espace et d'essayer d'avoir cette chance-là pour retourner dans son temps, tout ça. En tout cas, il n'y a pas vraiment de tu sais, c'est assez simpliste. Il retourne dans l'espace, retourne à la même tempête, puis c'est sûr et certain que ça va le renvoyer dans le temps. OK, peut-être qu'elle va le pousser encore plus dans le futur aussi, là, puis qu'il va avoir encore une autre bataille à faire, tout ça. Bon, il prend un guess. C'est beau. Le personnage, de toute façon, depuis le début du film, il dit « Je veux retourner, je me fous de vous autres. » Il dit entre les lignes, là. Mais en bout de ligne, c'est ça qu'il veut faire. Il veut dire depuis le début, il veut retourner chez lui. Puis c'est ça qu'il fait. Mais, tu sais, c'est ça. Je veux dire, même si on essaie de donner comme l'idée, tu pourrais rester avec nous autres aussi, tu n'es pas obligé de retourner. Je sais pas si ça aurait été plus acceptable comme fin, puis honnêtement, je pense qu'on aurait pu essayer de faire ça, vraiment faire comme un peu la fin, copier la fin du premier film. Je comprends que la fin du premier film est iconique, tout le monde le savait, je pense pas que j'étais le seul à connaître le film, là, honnêtement, là, même à mon âge, j'avais 20 ans, je pense que le film est sorti en 2001, là, début 2001, je devais avoir, c'est ça, ou je venais d'avoir 21, là, peu importe. Fait que, tu sais, je pense pas que j'étais le seul à avoir vu la fin là, de la Statue de la Liberté à mon âge. Mais sinon, tu sais, je veux dire, le film, c'est le film aussi. Tu sais, que finalement, qu'on découvre que d'une manière, il était resté sur Terre, tout ça, puis fait la punch de fin comme ça, au lieu de même qu'il revienne dans le temps, puis que ce soit le Général Thade, puis tout ça, tu sais, je veux dire, là, il cherche un peu n'importe quoi, je pense. C'est sûr que ça revient au livre.
où ce que lui, dans le fond, c'est ça, il était sur une autre planète tout le temps, puis que finalement, il revient sur Terre, puis que l'humanité a évolué, que finalement, ils se sont fait pareil comme ben, c'est pas exactement la même affaire parce que sur Ashlar, c'est ça, tu sais, on peut comprendre que ben, c'était peut-être des hommes qui étaient sur la planète ou pas. C'est pas très clair, mais éventuellement, ben, parce que c'est ça, tu sais, le père, ben, Zaius, là, Charlton Heston, lui a dit qu'il y a un temps, c'était les hommes, mais que finalement, ben, qui ont pris le contrôle sur les hommes, mais tu sais, en tout cas, c'est très superflu à quelque part, parce que là, c'est les singes qui sont venus d'ailleurs, mais tu sais, pourquoi que les hommes ont évolué pareil comme les hommes les terriens, puis qu'en bout de ligne, ils perdent tout l'anglais, ou français, je l'écoute en français, là, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça n'a juste pas de sens, ça n'a pas ni queue ni tête. Puis finalement, ben là, c'est ça. Tandis que dans le livre, ben, ils parlent un autre langage, tout ça, ils sont dans une planète différente, ils parlent un autre langage. Puis là, ben, quand ils reviennent sur Terre, ben, ça fait pareil comme c'est la Soror, je pense, dans le livre, si je me rappelle bien. Ben, l'évolution était ça, c'était similaire à l'humanité, mais que finalement, ben, les singes ont pris le dessus sur les hommes. Puis, dans le fond, ben, là, la manière qu'on peut comprendre ça avec la fin, là, qui se ramasse, je pense que c'est à Washington, là, que finalement, ben, tu sais, Ted est revenu et est arrivé sur Terre, d'après moi, après les événements. Il a réussi à finalement se sauver. C'est pour ça que je pense qu'il est pas mort à la toute fin. Je pense que c'est la porte de sortie. Parce que Tim Burton, il dit que, dans le fond, il ne voulait pas expliquer la fin. Dans le fond, il a laissé ça pour le réalisateur du deuxième film, que lui peut expliquer ça d'une manière. Il a laissé une porte grande ouverte, là, dans le fond, pour que ça soit facile. Mais en même temps, il ne voulait pas faire la job de l'autre, que lui, dans le fond, il va avoir son interprétation, puis que dans le fond, il peut avoir sa vision. C'est très gentil là, de M. Burton d'avoir fait ça, là, dans le fond, pour la fin de son film. Puis c'est correct. Je pense qu'il devrait tout le temps travailler de même, parce que le problème, ça fait un peu qu'est-ce qu'on a parlé tout le long de la franchise, c'est que des fois, on a toujours un peu de la réécriture pour le film suivant, puis des fois, on en ajuste des affaires, tout ça, puis la franchise a été construite là-dessus sur tout le temps changer des détails du film précédent pour ajuster ça. Des fois des mineurs, des fois des majeurs, tout ça. En tout cas, on a parlé là, au courant là, de toutes les semaines là, que j'ai parlé là, des 5 premiers films, puis même de la série. Fait que, tu sais, c'est correct, là, quelque part. Là, mais des fois, ça fait aussi, là, qu'est-ce que ça a fait avec la trilogie, la dernière trilogie de Star Wars, où on a J.J. Abrams, que lui laisse une porte de sortie pour Ryan, je ne me rappelle plus de son nom, là. Puis après ça, ben, tu sais, en tout cas, tout ce qui se passe, s'est passé là-dedans, que dans le fond, ils ont tous chacun leur vision, l'autre écrase sa vision, puis l'autre, après ça, essaie de revenir pour refaire sa vision, puis, tu sais, dans le fond, il n'y a jamais une idée, au moins une idée là, pour se rendre à la toute fin, mais tu sais, on est plusieurs années avant, on est une quinzaine d'années avant, là, fait que tu sais, c'est correct qu'on fait des tests un peu, mais tu sais, c'est comme ça que je vois ça, puis d'après moi, c'est comme ça qu'on aurait pu arriver pour sortir là, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec l'humanité. Fait que Ted est revenu. Il s'est sauvé, dans le fond, là, de sa prison, puis il est revenu avant. Il a réussi à prendre le vaisseau qui était encore là, dans le fond du lac, puis retourner dans le temps. Là, d'une manière, il a réussi à, tu sais, une version primitive de tous les singes qui ne comprennent pas, dans le fond, comment un fusil fonctionne, mais il a réussi à remettre en marche son vaisseau, mais que, tu sais, ben, dans le fond, il est tombé dans le fond d'un lac qui était peut-être encore fonctionnel. Peut-être. En tout cas, il n'a pas pogné de rouille et tout ça. C'est correct qu'il est tout fait en PVC, là, peut-être. J'ai aucune idée. Mais c'est ça. Fait que on finit sur le fait là, que Ted est revenu dans le passé de l'humanité, puis il a comme reconstruit, il a comme détruit l'humanité à un certain moment dans le temps, puis que finalement, ben, les singes dominent la Terre. Puis ça devait pas être longtemps après le temps courant, dans le fond, là, quelque chose comme en 2029, ça devait être pas mal dans ce temps-là, parce que dans le fond, la technologie n'a pas vraiment bougé. Si on regarde juste la mentalité qu'on avait vue dans le livre, où ce que les singes avaient pris, dans le fond, toute la technologie des hommes,
Puis, ils n'ont pas évolué, ils ont juste comme recopié tout le temps, puis en pensant que ça vient d'eux autres éventuellement, mais qui n'ont jamais évolué. Là. C'était tout le temps la même affaire, tout simplement. Ils ont juste comme continué avec les technologies qu'il y avait. Là. Alors, comme la semaine passée, où j'ai parlé là, de Ghostbusters 2016, j'avais donné, dans le fond, deux verdicts, là, la version extended, la version normale, théâtrale. Ben, tu sais, honnêtement, pour la version théâtrale du film d'aujourd'hui, tu sais, c'est un film B, là, tu sais, de série B, mais clairement un film de série B, mais tu sais, juste qui essaie d'être un popcorn, mais qui a tellement eu de potentiel pour le film. Tu sais, d'un côté, je peux comme pas dire que c'est. Tu sais, pour qu'est-ce que c'est? C'est un film de série B, mais il y avait tellement de potentiel, puis c'est une déception. C'est ça, je pense, qui est le film d'aujourd'hui. C'est de savoir qu'il y avait tout ce temps-là pour nous créer un film phénoménal, de reconstruire en plus. Que, tu sais, c'est comme si. OK, vous me dites que vous allez réimaginer tout ça, mais refaites-le encore plus intelligent. Puis là, ben, on dirait que tout est. On essaie juste de nous faire un popcorn. C'est vraiment décevant. C'est ça en bout de ligne. D'avoir Mark Wahlberg comme tête d'affiche. Je dis pas que je voudrais Arnold Schwarzenegger. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'acteurs qui avaient été présagés là, pour le personnage là, de Leo Davidson. Ben, tu sais, je parle d'Arnold, mais tu sais, on avait parlé un bout là. On devrait peut-être avoir Harrison Ford, Kevin Costner, Patrick Swayze. Je suis pas sûr pour ceux-là, mais tu sais, on aurait mis Matt Damon, Ben Affleck ou Leonardo DiCaprio. Je pense qu'on aurait peut-être eu un meilleur film. Le problème du film aujourd'hui, c'est, un des problèmes, c'est Mark Wahlberg, que moi, personnellement, j'ai beaucoup de misère. Puis, tu sais, dans la même année, c'est ça, il allait sortir dans Rockstar, que j'étais comme content. J'étais content plus du film que de l'acteur. Là, aujourd'hui, ben, tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'est un peu la même affaire, mais le film est. Je veux dire, il pousse trop, il essaie de juste trop avancer. C'est sûr que ça fait un film. Ça fait un film culte, tout simplement. Là, je pense qu'il n'y a pas de meilleur terme pour dire le film. C'est un film bas de gamme, mais que, dans le fond, mais il y a tellement de potentiel qui en bout de ligne, là, c'est trop décevant. Je pense que je peux pas quasiment l'endosser. D'un côté, là, parce que je veux dire, visuellement, le film est très beau. Il y a quelques petits effets en bout de ligne, on l'a filmé là, dans des. Sur des studios, on n'avait pas le choix. Le film avait été filmé aussi à des endroits où on avait filmé le premier film. Là. Il y a Lake Powell. Je ne sais pas c'est où, mais puis c'est où dans le premier film, mais c'était des endroits qu'on avait utilisés dans le premier film. Là. C'est quand même le fun. Là. J'imagine que c'est soit le désert ou probablement mais c'est marqué Lake, fait que je ne sais pas c'est où. Là. En bout de ligne, un lac, c'est un lac. Là. Mais on a utilisé cet endroit-là dans le film original. Il y a des jungles aussi dans le premier film. Là. J'ai aucune idée c'est où là, pour pouvoir dire c'est quelle place, chaque place. Mais comme le petit lac où ce qu'il y a... où ce qui est écrasé, c'est clair que c'est un studio, là, c'est un plateau, là, quelque part on voit. Là, c'est une des places où je pense que les effets visuels sont ratés, là, où ce qu'on voit fade, là, puis on voit les deux gorilles en arrière, là, c'est comme toute l'image elle change, elle vient toute de basse qualité. Là, c'est je pense la seule séquence où que vraiment les effets en guillemets me dérangent. Mais visuellement, là, ce film-là est impeccable. Je veux dire, il y a, à part cette scène-là, là, il y a des fois où on voit là, que c'est au loin, là, on a rajouté des affaires à l'informatique, tout ça. Là. Ça me dérange pas vraiment, à part dans cette scène-là, là, spécifiquement que je parlais. Là, mais visuellement, là, tout le travail en arrière avec les singes, tous les figurants qui ont appris là, à marcher comme des singes, des affaires de même, c'est phénoménal. Mais pour tomber avec un film de série B, ça marche pas. C'est juste ça, à quelque part, qui fait que c'est triste. On écoute le film, puis c'est triste de tomber au produit final. Puis c'est une grosse déception rendue là.
Puis je le vois aujourd'hui, ce que je voyais pas, là, dans le fond, là, il y a plus d'une semaine, là, je le voyais pas, ça, mais c'est ça. Fait que, tu sais, bon, je vais finir sur un jaune rougeâtre qui va faire que vous allez vous dire, ben là, pourquoi j'endosse plus le film de Ghostbusters 2016? Ben, c'est ça l'affaire du film là, de théâtral de Ghostbusters, c'est qu'au moins, il n'y a pas le côté déception. Tu sais, je veux dire, il est correct, mais sans plus. Je veux dire, pour en tout cas, les raisons que j'ai dit là, la semaine passée, mais c'est pas mal pareil dans le même royaume. Ça, je suis capable de le donner, mais quand je réécoute le film d'aujourd'hui, c'est comme je regarde, puis à la toute fin, là, c'est ça, ça tombe à plat. C'est juste plate à la toute fin là, de regarder ça. Mais visuellement, je reviens tout le temps à ça. C'est un délice de regarder ce film-là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Dans le fond, là, la semaine prochaine, ben, on va tomber au 500e épisode où on va parler là, de Mad Max, le premier film là, de 1979, si je me rappelle bien. Le film avec Mel Gibson, je pense que c'est le film qui l'a pas mal mis là, sur la carte, dans le fond. Là, pour ça, dans le fond, on connaît M. Mel Gibson. J'ai parlé de lui là, il y a quelques mois là, en parlant là, de Les Sacrifiés 3. Mais il n'est pas connu pour ça, on s'entend. Là. On parle de, bien sûr, son rôle de Mad Max et L'Arme Fatale, puis beaucoup d'affaires. Le film que j'ai parlé aussi, là, qui était le réalisateur, là, film là, d'Apocalypto, là, que j'ai découvert l'année dernière. Fait que on va parler de Mad Max là, pour le 500e épisode là, du podcast. Je vous invite à laisser un message pour le 500e du podcast. Là, je veux dire, dans le fond, je suis quelques jours avant là, la sortie là, du podcast qu'on parle aujourd'hui, puis j'enregistrerai pas là, avant vers la fin de la semaine prochaine. Fait que laissez-moi des messages. Ça va me faire plaisir là, de vous les répéter là, pendant le podcast. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à commenter aussi sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du film en tant que tel? Tu sais, vous pouvez comparer à Ghostbusters 2016, ce qui est similaire là, en tant que tel. Là, je comprends pourquoi que c'est les deux là, les moutons noirs. Mais bon, pour différentes raisons, puis différentes manières que j'embarque dans la franchise, là, ben, il y en a que je suis plus déçu que d'autres. Mais je peux comprendre là, vos pensées là, que le film de 2016 de Ghostbusters est peut-être encore plus affreux pour vous. Puis que, mettons qu'on parle le film là, de Extended Cut là, de 2016 là, de Ghostbusters. Là, le film d'aujourd'hui, là, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est ça. C'est toujours la version théâtrale là, de Ghostbusters que je recommande. Là, mais je vous invite à écouter le podcast de la semaine passée si vous ne l'avez pas fait. Entre-temps, ben, c'est ça. Suivez le podcast sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et aussi, n'hésitez pas à liker. C'est très important de liker. Ça l'aide beaucoup au podcast. Commenter, ça l'aide encore plus au podcast. Et si vous pouvez partager ou mettre un système de notation là, sur n'importe quelle application, n'importe quel site, n'importe quoi, ça l'aide énormément pour le podcast là, dans les codes d'écoute, puis pour pouvoir recommander et avoir des nouveaux auditeurs. En même temps, ben, vous pouvez suivre le podcast sur, pas le podcast, mais vous pouvez me suivre sur Décryptons Smallville, où ce que je parle avec Steven de Cinérum, où ce qu'on parle de Décryptons Smallville. On est rendu au 4e épisode officiellement, là, pas officiellement, mais dans le feed régulier, puis il y a le double sur, si vous nous suivez sur Patreon. En ce moment, là, série là, qu'on s'amuse fou à chaque semaine là, à vous parler, à décortiquer chaque épisode là, de Smallville là, qui a été diffusé là, de 2001 à 2011. Fait que je vous invite là, à nous suivre là, sur n'importe quel feed là, dans le fond, là, ou si maintenant vous voulez être sur le Patreon, ça l'aide pour moi et pour Cinérum aussi. À couvrir nos dépenses. Fait que c'est tout, là, sans vous faire pleurer, tout ça. Mais ça, dans le fond, vous encouragez indirectement le podcast. Là. Fait que d'ici le prochain épisode, j'aimerais vous embrasser et vous dire au revoir, mais je sais, je suis ben trop laid.
that completes my final report until we reach touchdown. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. The Almighty created the age in his own image, gave him a soul and a mind. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Cut up his brain, you bloody bamboos! Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. It's a bloody nightmare. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Is he bad? Is he deviant or a freak of nature? Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. We're a peaceful people. We don't kill our enemies. We get our enemies to kill each other. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Thing out there, an atomic bomb? God? Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Silence the animal! En espérant vous voir au prochain épisode. You maniac! You blew it up! Damn you! God damn!